La première chose que j'ai faite après être devenu une fourmi, ça a été de foncer chez les Japonais pour tout ravager. Cela m'a permis d'éveiller le système de dévoration universel. Tant que je continue de dévorer, je peux évoluer à l'infini. Non seulement je peux évoluer en une fourmi démon immortelle, mais je peux même devenir un créateur qui domine l'univers. Cependant, pour l'instant, je ne suis qu'une simple petite fourmi noire. Et alors que je me demandais comment j'allais bien pouvoir anéantir ces Japonais, une abeille à l'aile brisée est soudainement tombée juste devant moi. La voyant si robuste, je l'ai dévorée sans la moindre hésitation. L'instant d'après, une paire d'ailes a poussé sur mon corps, et une touche de verre est apparue sur ma carapace auparavant toute noire. J'ai aussitôt ouvert le panneau du système pour vérifier. Catégorie, fourmi volante venimeuse. Talent, division. Nombre, 100. Compétences passives, toxine mortelle. Après avoir pris connaissance de mes nouvelles capacités, j'ai immédiatement déployé mes ailes et me suis envolé, à la recherche de nouvelles choses à dévorer. Très vite, j'ai repéré une rizière non loin de là. En voyant ça, mes yeux se sont illuminés. Le pays des cerisiers en fleurs doit importer la majorité de sa nourriture. Si je pouvais dévorer toute cette rizière, au moins quelques centaines d'habitants de ce pays mourraient de faim. Mais alors que je m'apprêtais à commencer, 2 Japonais sont passés par là en riant et en discutant. La récolte est vraiment bonne cette année. Avec cette nouvelle variété de riz améliorée, on pourra réduire nos importations du pays du dragon. D'ici moins de 3 ans, on pourra de nouveau les attaquer. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir la colère monter. J'avais déjà entendu dire que ces Japonais ne se tenaient pas tranquilles ces derniers temps. Je ne pensais pas que même de simples paysans passaient leur journée à rêver d'attaquer le pays du dragon. À cette pensée, j'ai immédiatement utilisé mon talent pour me diviser en 100 clones. Et j'ai commencé à dévorer le riz qui était déjà mûr. Mais à ce moment précis, quelques grands oiseaux sont arrivés en volant au-dessus de moi. En un instant, plusieurs de mes clones ont été anéantis. En voyant ça, j'ai tout de suite reconnu les oiseaux spécialement entraînés par les Japonais. Leurs oiseaux de chasse. J'ai alors vite rassemblé tous mes clones. J'ai utilisé quelques clones comme appât, et au moment où les oiseaux de chasse ont attaqué, j'ai ordonné aux autres de lancer une attaque groupée et de leur injecter rapidement mon venin. Très vite, sous mon commandement, tous les oiseaux sont tombés. Une fois tout le riz dévoré, j'ai réussi à évoluer en fourmi volante venimeuse. Non seulement mon nombre de divisions est passé à 5000, mais j'ai aussi débloqué une nouvelle compétence, l'espace de stockage. Je peux y stocker tous mes clones à volonté. Sur une simple pensée, j'ai directement rappelé tous les clones de fourmis venimeuses des alentours dans mon espace de stockage. Profitant de l'obscurité, j'ai commencé à dévorer plusieurs parcelles expérimentales aux alentours. J'en ai profité pour injecter une grande quantité de toxines dans l'eau, rendant la terre de cet endroit incultivable pour au moins 10 ans. Alors que la dernière rizière était entièrement dévorée. Le jour s'était déjà levé. Quand les Japonais sont arrivés dans leur champ, le cœur plein de joie, prêts pour la récolte, la scène qui s'offrait à eux les a laissés bouche bée. La rizière qui hier encore était pleine de céréales s'était transformée en un marécage puant et nauséabond. Après 2 minutes et demie de stupéfaction, le responsable a enfin repris ses esprits. Il s'est écrié « Allez vite chercher les enregistrements de surveillance ». Ualuo et ses hommes ont aussitôt lâché leurs outils, et ont couru jusqu'à la salle de surveillance. Quand ils ont vu la rizière être envahie par une nuée de fourmis volantes, et dévorée en un instant, tout le monde a écarquillé les yeux, n'en croyant pas ce qu'ils voyaient. Ces fourmis volantes sont vraiment anormales. Elles apparaissent et disparaissent comme ça, d'un coup. C'est de la haute technologie, c'est certain. Quelqu'un détruit intentionnellement nos rizières. Le responsable des parcelles expérimentales a alors ajouté. Des méthodes aussi abominables. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un de nos compatriotes. Les seuls à avoir une dette de sang envers nous, c'est le Longo. Ces créatures sont très probablement des micro-robots, la dernière invention du Longo. À ces mots, la fureur de toutes les personnes présentes s'enflamma contre le Longo. Ils sont vraiment mesquins. La guerre, c'était l'affaire de la génération précédente. Tant d'années ont passé et ils sont encore rancuniers. Voyant qu'il avait réussi à détourner la colère de la foule vers le Longo, le responsable du champ expérimental poussa un soupir de soulagement. Heureusement que je suis malin. Comme ça, même si les hauts gradés l'apprennent, je pourrais échapper à la majeure partie du blâme. Puis, il prit de nouveau la parole pour calmer les esprits. Ne paniquez pas, retournez chez vous et dites aux autres habitants de la région que nous avons encore plus de 10 greniers remplis de céréales. Demain, nous les ouvrirons. Nous commencerons par distribuer du riz à chaque foyer. Quant aux Longo, nos supérieurs vont les condamner par les voies diplomatiques internationales et exiger des réparations. En entendant ça, je fus submergé par la colère. Ces nabos sont vraiment méprisables.
J'ai immédiatement invoqué 100 de mes clones depuis mon espace. Et j'ai commencé à chercher les greniers dont ces types parlaient. Environ 3 heures plus tard, les informations sur tous les entrepôts étaient parvenues à mon cerveau. Il y avait en tout 15 greniers dans cette zone. La distance entre chacun était d'environ une dizaine de kilomètres. Face à cette situation, je n'ai pas osé perdre de temps. Je me suis immédiatement dirigé vers le grenier le plus proche. En me glissant par la fente de la bouche d'aération, je suis entré très facilement à l'intérieur. En voyant ces montagnes de céréales, mes yeux se sont illuminés. Sans hésiter, j'ai invoqué tous mes clones. Et nous avons commencé à dévorer toutes les céréales de ce grenier. Une fois tout dévoré, le nombre de nos fourmis venimeuses clonées avait atteint les 10 000. Aussitôt, nous nous sommes précipités sans répit vers le grenier suivant. Ce n'est qu'à l'aube que le 15e grenier fut entièrement englouti. Et à cet instant, j'ai subi une transformation radicale. Mon corps, autrefois vert foncé, est devenu entièrement doré. Et un symbole en forme d'éclair est apparu sur ma tête. Voyant cela, j'ai immédiatement affiché mon interface personnelle. Classe, Roi Fourmi Foudre. Talent, clonage. Nombre de clones, 100 000. Compétences passives, légende dorée. Peut résister à l'impact d'une explosion cataclysmique. Compétence active 1, foudre divine pourpre. Peut lancer un éclair sur une cible. Provoque une paralysie temporaire. Compétence active 2, aile spatiale. Les ailes sont imprégnées d'une partie du pouvoir de l'espace, permettant une vitesse de vol beaucoup plus rapide. C'est à ce moment que des bruits de discussion se firent entendre de l'extérieur. On a vraiment de la chance cette année. Même si le riz a été ravagé, le gouvernement nous a donné une sacrée compensation. Au final, on y gagne plus que d'habitude. C'est vrai, ce matin encore, je m'inquiétais. Après tout, une année de dur labeur pour rien. Mais alors que les portes du grenier s'ouvraient lentement, la joie qui animait la foule se mua instantanément en stupeur. Où sont les céréales ? On ne nous avait pas dit que c'était plein à craquer ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Il est trop tard pour en importer maintenant. S'il n'y a pas d'autre solution, on devra manger du poisson. Heureusement qu'on est près de la mer, on ne mourra pas de faim. Dans le grenier, les gens avaient le visage blême. Ils ne cessaient de secouer la tête en soupirant. Alors qu'ils étaient complètement désemparés. L'Inmo, qui avait disparu, avait terminé son évolution et revenait de l'espace mystérieux. De retour à son point de départ, c'était comme s'il était né de nouveau. Son corps tout entier était devenu doré. Roi Fourmi Foudre. Ce nom a l'air plutôt classe. Reste à savoir si ça me donne des capacités spéciales, murmura l'Inmo pour lui-même. Il ne put s'empêcher de poser les yeux sur le panneau d'information. D'un seul coup d'œil, l'Inmo remarqua que le texte sur le panneau était bien plus fourni qu'auparavant. On dirait que pas mal de choses ont été ajoutées. Tout en marmonnant, l'Inmo se mit à l'étudier attentivement de haut en bas. Nom espèce, Roi Fourmi Foudre Talent. Nombre d'individus scindés, 100 300, 100 000 fourmis venimeuses non reines. 300 fourmis reines venimeuses, espérance de vie restante. 379 jours expérience requise pour la purification, 0 sur 500 000 compétences passives, carapace légendaire dorée. En cas de danger, l'hôte peut recroqueviller tout son corps, y compris les ailes. À l'intérieur de la carapace dorée. Elle peut résister au souffle de l'explosion d'un kilogramme de TNT. Compétence active, foudre divine pourpre. En battant des ailes, il peut lancer un éclair sur une cible. Lorsque le courant frappe un organisme vivant, il peut provoquer une paralysie temporaire. Le courant, chargé d'un venin mortel, est directement injecté dans le corps de la cible. Compétence active, élan spatial. Après avoir été baptisé par la foudre divine, les ailes sont imprégnées d'une partie du pouvoir de l'espace, rendant la vitesse de vol encore plus fulgurante. Après avoir examiné attentivement tout le panneau, l'Inmo hocha la tête d'un air songeur, puis détourna le regard. D'après les informations affichées, cette évolution ne s'était pas contentée de modifier l'apparence de son corps, mais elle lui avait aussi octroyé plusieurs compétences spéciales. Sa carapace était devenue encore plus résistante. Il n'est pas exagéré de dire que tant qu'on ne le bombardait pas avec des missiles spéciaux, il était désormais immunisé contre toutes les attaques ordinaires. En plus de son venin originel, il disposait maintenant d'une attaque de foudre, et sa vitesse de vol avait connu une transformation radicale. La seule chose qui laissait l'Inmo insatisfait, c'était les 500 000 points d'expérience requis pour monter de niveau. Après tout, à sa vitesse de dévoration actuelle, cela allait lui prendre un bon bout de temps. Même s'il avait 100 000 fourmis venimeuses, elles provenaient toutes de la scission d'avant son évolution et ne possédaient aucune de ses nouvelles capacités. Face à un ennemi un tant soit peu puissant, elles ne serviraient que de chair à canon. J'espère que ces petits Japs n'ont pas encore réagi,
ça me donnera plus de temps pour me développer. Conscient que le temps pressait, Linmo n'eut pas le loisir de trop réfléchir. Il s'envola aussitôt en direction des zones peuplées. Grâce à son nouvel élan spatial, sa vitesse de vol était comparable à un sort de téléportation dans un jeu vidéo. C'était extrêmement rapide. Linmo avait le sentiment qu'à sa vitesse actuelle, même s'il y avait des caméras de surveillance dans le coin, elle ne parviendrait probablement pas à capturer une image nette de lui. Très vite, Linmo apparut au-dessus d'un quartier animé. Comme les habitants des environs étaient occupés par l'affaire de l'entrepôt de grains, et qu'ils manifestaient, personne ne remarqua la présence de Linmo dans le ciel. Observant les insulaires dans la rue qui scandaient des slogans, tout en brandissant des banderoles et en se déplaçant d'ouest en est, Linmo esquissa un sourire et se posa sur la branche d'un arbre. Dissimulé par le feuillage dense, il tendit discrètement l'oreille pour écouter les conversations alentour. Heureusement que j'ai agi vite, sinon, il se serait partagé tout le grain de cet entrepôt. Ah, alors ces petits Japs savent s'inquiéter? On verra bien ce que vous ferez, quand l'apocalypse arrivera. Et vous osez encore demander des réparations au pays du dragon? On dirait que la leçon que je vous ai donnée n'a pas suffi. 1. Je ne m'attendais pas à ce que Longo adopte une attitude aussi ferme cette fois. Ah, quel soulagement, pensa-t-il en écoutant la conversation de ces sales Japs. Tout en écoutant la conversation de quelques personnes au bord de la route, Linmo se fit une idée. Il comprenait maintenant en gros ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Linmo ne s'attendait pas à ce que, pendant les plus de 10 heures qu'il avait passées à dévorer pour évoluer, tant de choses se soient produites. Il tendit l'oreille encore un instant. Constatant qu'il n'y avait plus de nouvelles intéressantes, Linmo s'apprêta à partir. Après tout, il avait besoin de beaucoup d'expérience pour sa prochaine évolution. Il n'avait pas le temps d'écouter les ragots des uns et des autres. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à prendre son envol, une information lâchée par un passant attira soudain son attention. Vous avez entendu? Des gens du clergé sont arrivés. Ils disent que la disparition du grain dans les entrepôts est un miracle. Une punition divine. Pour calmer les manifestations dans la région, ils viennent juste d'acheminer des centaines de milliers de kilos de céréales depuis Tokyo. Et en plus de la nourriture, il paraît qu'il y a aussi pas mal d'argent liquide. Le tout escorté par des policiers armés jusqu'aux dents. En entendant cela, Linmo replia ses ailes et regarda à travers le feuillage. Il observa l'homme d'âge mûr qui parlait. Celui-ci prit un verre d'eau sur la table, but une gorgée, puis annonça d'un air suffisant. Une nouvelle fracassante. Vous savez quoi? Tout à l'heure, le Premier ministre de notre pays des cerisiers en fleurs et quelques autres officiels ont fait une annonce. Pour apaiser la punition divine, ils ont décidé d'aller dans quelques jours au sanctuaire Jingo pour faire des offrandes. Si la disparition du grain est vraiment une punition envoyée par les dieux, alors après ce rituel, les dieux ne nous en voudront plus, n'est-ce pas? C'est décidé. Le jour où Monsieur le Premier ministre ira faire ses offrandes, j'installerai aussi un autel à la maison pour prier. L'homme joignit les mains et leva les yeux au ciel en parlant. Ce qu'il ignorait, c'est que le prétendu dieu dont il parlait se tenait en ce moment même sur une branche juste au-dessus de sa tête, le regardant avec une rage folle. À cet instant, Linmo brûlait d'envie de déchaîner un éclair pour réduire en cendres ce maudit Jap. Sa bonne humeur d'avant s'était complètement évaporée. Linmo le savait pertinemment. Au sanctuaire Jingo, tous ceux qui y sont vénérés sont les monstres qui ont envahi Longo à l'époque. Chacune de leurs visites pour rendre hommage est une insulte à Longo. À l'époque, ces criminels de guerre ont commis des atrocités sans nom à Longo. Et dire qu'aujourd'hui, on leur fait encore des offrandes. En pensant à cela, le corps de Linmo se mit à trembler de rage. Des offrandes? Des hommages? Vous pouvez toujours rêver, sale Jap. Le jour de votre cérémonie, je viendrai vous offrir un sacré cadeau. Je vous ferai assister au spectacle, pendant que le sanctuaire que vous vénérez disparaîtra lentement sous vos yeux. Fou de rage, Linmo lança un regard noir au Jap dans la rue, puis, tout en ruminant sa colère, il déploya ses ailes et s'envola au loin. Pour réussir à détruire entièrement le sanctuaire, il devait maintenant se dépêcher de dévorer d'autres choses pour évoluer à nouveau au plus vite. Volant dans les airs, Linmo cherchait sa direction tout en élaborant un plan dans sa tête. Le jour où cette bande de Jap fera ses offrandes, les yeux du monde entier seront rivés sur le sanctuaire. Et ce jour-là, je le détruirai devant le monde entier. Modèle. Ça anéantirait aussi toute la population du pays des Sakura. Et plus important encore, non seulement ça permettrait aux habitants du pays du dragon de se défouler, mais en plus, ça ferait du pays des Sakura la risée du monde entier. Je dois essayer de terminer ma nouvelle évolution avant ça. Ça augmenterait aussi mes chances de fuite. Même si Linmo est très fort en ce moment, il n'est pas assez arrogant pour penser qu'il peut rivaliser avec la puissance militaire du pays des Sakura.
Et alors que l'Inmo volait, tout en réfléchissant, il sembla se souvenir de quelque chose. Et s'arrêta brusquement en plein vol. Merde, j'ai oublié. Le sanctuaire Jingu abrite les légendaires bêtes gardiennes de la nation insulaire. Si je me souviens bien, ces bêtes gardiennes sont apparues au moment de l'Apocalypse. D'après la chronologie, elles sont peut-être déjà apparues dans le sanctuaire. En pensant à ça, l'Inmo fronça les sourcils. Il savait pertinemment qu'avec ses capacités actuelles, s'attaquer à ces créatures, c'est du suicide. L'Inmo, tout en remettant de l'ordre dans les indices dans son esprit, maîtrisa son corps et atterrit en douceur sur un toit. Pour y voir plus clair rapidement, il décida de fermer les yeux. Et tout en fermant les yeux, par mesure de sécurité, l'Inmo n'oublia pas d'invoquer quelques créatures venimeuses pour qu'elles se dispersent et le protègent. Bientôt, les souvenirs de sa vie antérieure déferlèrent comme une marée. Dans son esprit, comme s'il lisait un journal intime. L'Inmo fouillait méticuleusement ses souvenirs liés à l'après-apocalypse. Son humeur s'assombrit peu à peu. Le contenu de ses souvenirs confirma une nouvelle fois ses soupçons. Ce salaud de Premier ministre Japon n'allait pas du tout commémorer des criminels de guerre. Il profitait de cette occasion pour ressusciter ces foutues bêtes divines. Comprenant tout, l'Inmo ne put s'empêcher d'avoir un hoquet de stupeur. Il n'osait même pas imaginer, si l'apocalypse n'avait pas eu lieu, ce que les Japos auraient fait avec ces bêtes divines ressuscitées. Après tout, même sans bêtes divines, ils avaient déjà osé étendre leurs griffes sur le pays du dragon. Je me demande à quel stade de résurrection en sont ces bêtes divines. Si elles vivent déjà dans le sanctuaire, agir à l'aveuglette serait extrêmement dangereux. Il faut que je trouve une solution qui fasse d'une pierre deux coups. L'Inmo le savait bien. Si ces bêtes divines ont déjà un corps physique, même si j'y allais avec une armée de créatures venimeuses, je ne pourrais causer aucun dégât au sanctuaire. Non seulement je ne ferai aucun dégât, mais en plus, j'y laisserai ma peau. Si c'est vraiment le cas, une fois l'apocalypse commencé, ce sera un véritable carnage pour tout le pays du dragon. Dans ses souvenirs de sa vie antérieure, le pays du dragon n'avait jamais eu de dieu gardien. Réincarné dans cette nouvelle vie, il ne pouvait absolument pas laisser le complot du pays des Sakura réussir. Le plus urgent maintenant est d'améliorer ma force. Peut-être qu'avec une évolution de plus, je pourrais affronter ces dieux invoqués par les Japos. Quelle bête? PFF, quelle bête divine? Ce ne sont que des monstres de bas étage qui n'ont pas réussi à percer au pays du dragon et qui se sont réfugiés ici. Incapable de trouver une bonne idée sur le moment, l'Inmo soupira intérieurement. Puis il secoua ses plumes et regarda l'autoroute au loin. Il se souvenait que les types de tout à l'heure avaient dit. Des vivres et de l'argent liquide étaient en route depuis Tokyo. Pour Suzuki, qui pouvait dévorer des quantités massives de choses. Ce fut une cible toute trouvée. Au moment de prendre son envol, Suzuki rappela dans son espace les quelques fourmis venimeuses qu'il venait de libérer. Il s'envola aussitôt en direction de Tokyo, sans s'arrêter une seule fois en chemin. Volant à toute vitesse, Suzuki ne tarda pas à apercevoir plusieurs véhicules arrivant en face. Les bannières accrochées dessus indiquaient qu'ils transportaient précisément ce qu'ils cherchaient, les vivres et l'argent. Au travail, dit l'Inmo avec un sourire en plongeant. Il atterrit directement sur un camion. Mais comme il y avait plusieurs véhicules de police armés aux alentours, l'Inmo n'agit pas à la légère. Il utilisa son venin pour percer un trou dans la carrosserie. Ce n'est qu'une fois complètement à l'intérieur qu'il invoqua une partie de ces fourmis venimeuses. Ces fourmis étaient extrêmement efficaces. Dès leur apparition dans le camion, elles commencèrent à dévorer les provisions tout autour. Face à cette marée de fourmis, le chargement de vivres ne fit pas long feu. En un rien de temps, tout fut dévoré jusqu'à la dernière miette. Si l'Inmo n'avait pas voulu pour l'instant que le gouvernement de Sakura découvre son existence, il est probable que la remorque du camion, et même le véhicule tout entier, y serait passé. Constatant le peu d'expérience gagnée, ainsi que les quelques dizaines de fourmis foudre et roi créées, l'Inmo ressortit aussitôt par le trou d'où il était entré. Il atterrit ensuite sur le toit du véhicule suivant. En moins d'une demi-heure, des centaines de milliers de kilos de vivres, ainsi que l'argent liquide d'une dizaine de camions. Tout fut entièrement dévoré par l'Inmo. Mais à son grand désarroi, même après avoir tout avalé, sa barre d'expérience n'avait augmenté que d'un peu plus de 40 000 points. Comparé aux 500 000 points nécessaires, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Heureusement, il avait pu créer plusieurs milliers de fourmis foudres. Cela suffisait à peine à consoler l'Inmo. Une fois qu'il eut fini de dévorer le contenu des camions, l'Inmo quitta l'autoroute sans s'attarder. Volant vers le nord, au-dessus des zones résidentielles, il scrutait le sol de temps à autre. Ayant un besoin urgent d'expérience, il ne pensait qu'à trouver rapidement des êtres vivants à dévorer. Et il devait le faire sans que le pays de Sakura ne le remarque. Après tout, l'Inmo ne voulait pas être pris pour cible par une nation entière avant de devenir vraiment puissant. Même s'il détestait le pays de Sakura du fond du cœur, en ce qui concernait leur technologie et leurs armes.
L'Inmo n'osait pas les sous-estimer. Tout en volant, l'Inmo remarqua bientôt une étendue d'un vert luxuriant, ainsi que de nombreux bateaux de pêche amarrés dans le port. Comment ai-je pu oublier ça? C'est le comble, mendier alors que je suis assis sur une mine d'or. En voyant les tas de poissons sur les bateaux, les yeux de l'Inmo s'illuminèrent instantanément. Après avoir dévoré tant de choses ces derniers jours, il avait peu à peu découvert une règle. Les cultures ordinaires ne donnaient pas beaucoup d'expérience. La quantité d'expérience obtenue dépendait de la taille et de la rareté de l'objet dévoré. Par exemple, si l'Inmo dévorait un épi de riz et du ginseng de taille identique, l'expérience donnée par le ginseng serait des dizaines de fois supérieure. Il y a tellement de poissons ici. Et à première vue, cette zone près du quai est une zone de pisciculture pour les pêcheurs locaux. Il fait déjà nuit. Si j'électrocute les poissons pour les dévorer ensuite, je devrais pouvoir accumuler pas mal d'expérience en une seule nuit. Volant dans le ciel, il examinait les différentes zones de pisciculture séparées par des filets. L'Inmo commençait déjà à élaborer mentalement son prochain plan de dévoration. L'Inmo constata qu'il y avait des dizaines de zones d'aquaculture dans les environs. Si je dévore tous les poissons et fruits de mer de ces élevages, il est fort probable que cela affecte l'approvisionnement de tout le pays des Sakura. À ce moment-là, une nouvelle vague de chaos éclatera, et c'est exactement le résultat que l'Inmo espérait. Sa décision prise, l'Inmo trouva un endroit discret. Il attendit que tous les pêcheurs des alentours soient partis. C'est alors seulement qu'il s'envola à nouveau, profitant de l'obscurité profonde et du bruit assourdissant de la marée montante. L'Inmo invoqua directement toutes ces fourmis venimeuses. Éclair, le roi, devait foncer vers les zones d'élevage et les bombarder avec sa foudre. Une fois la zone maritime entièrement foudroyée, les autres fourmis venimeuses dévoreraient tout rapidement. Si un habitant de l'île vous découvre, dévorez-le sur le champ. Mais surtout, ne laissez aucune trace. Des vêtements à la chair, tout doit être entièrement consumé. Contemplant la nuée sombre de ces sbires gratuits, l'Inmo battit des ailes, leur signifiant de passer à l'action. Ayant reçu l'ordre de l'Inmo, les fourmis venimeuses agirent sans la moindre pitié. Elles se mirent toutes à l'œuvre. Tandis que des éclairs zébraient le ciel nocturne, les poissons, les uns après les autres, étaient électrocutés et flottaient à la surface. Et au moment où ils remontaient, les autres fourmis venimeuses, qui attendaient déjà à l'affût, se ruèrent dessus. Elles les dévorèrent à une vitesse fulgurante jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quant aux quelques habitants de l'île qui vivaient sur des bateaux de pêche, alertés par le vacarme, ils passèrent à peine la tête dehors, qu'ils furent engloutis par la marée noire de fourmis venimeuses. Et il n'y avait pas que la chair. Il ne restait même plus le moindre éclat d'os. C'était comme si ces personnes s'étaient tout simplement évaporées. Aucune trace ne fut laissée. Et pendant que l'Inmo était occupé à dévorer, les camions de grains et les fourgons blindés, ornés de bannières, arrivèrent au lieu de rendez-vous. Lorsque les véhicules s'arrêtèrent, les dizaines de milliers de personnes qui attendaient sur la place se levèrent toutes comme un seul homme. Elles avaient attendu là, péniblement, pendant la majeure partie de la journée. Elles n'attendaient que cette nourriture et cet argent. Le district de Chiyoda, bien qu'étant la plus petite zone de Tokyo, n'a pas une grande population, mais il peut directement influencer la vie de tout le pays des Sakura. C'est pourquoi le gouvernement du pays des Sakura accorde une telle importance à cet endroit. Si une autre région avait été frappée par une catastrophe, n'en parlons même pas le jour même. Livrer l'aide alimentaire et l'argent en moins d'un mois aurait déjà été exceptionnel. Bien que le transport en urgence de ces biens ait engendré des coûts supplémentaires. Pour maintenir la stabilité ici, le gouvernement n'avait pas le choix. Une fois tous les camions garés, le fonctionnaire responsable du district de Chiyoda arriva, escorté par un groupe d'hommes, en uniforme de police. Après quelques salutations polies, face à la foule qui s'était déjà levée, l'impatience se lisant sur les visages, il se hâta de grimper sur un promontoire et cria dans son mégaphone, « Un peu de calme, s'il vous plaît. Mettez-vous en rang, un par un. Je vous garantis que chaque foyer recevra de la nourriture et de l'argent. Bien. Commençons par la file la plus à gauche. Avancez dans l'ordre pour vous faire enregistrer. » Au cri de l'homme d'âge mûr, la foule, initialement agitée, se mit en rang à contre-cœur et commença à s'enregistrer tour à tour. Au même moment, le responsable du convoi de nourriture et d'argent donna l'ordre de faire ouvrir les portes des premiers camions. Alors que les portes s'ouvraient, les citoyens qui venaient de terminer leur enregistrement s'approchèrent des véhicules, le visage rempli d'espoir. Cependant, à l'ouverture des portes, la vue de l'intérieur, complètement vide, laissa de nouveau tout le monde pantois. « Vite, ouvrez tous les wagons et vérifiez », s'écria le chef de l'unité d'intervention, qui fut le premier à réagir. Tout en dégainant son pistolet, il hurla avec agitation à ses hommes. Sur son ordre, tous les autres wagons furent également ouverts. Mais, plongeant tout le monde dans le désespoir, les dizaines de wagons étaient tous absolument vides.
Non seulement il n'y avait ni nourriture ni argent, mais il n'y avait pas même la moindre miette. Cependant, le toit de chaque wagon était percé d'un trou circulaire. Boucler la zone. Personne ne doit sortir d'ici. Ayant remarqué l'anomalie sur le toit des wagons, le chef de l'unité d'intervention commença aussitôt à donner ses ordres. Une telle quantité de vivres et d'argent liquide avait disparu. S'il ne trouvait pas le coupable, il pouvait probablement dire adieu à son uniforme de policier. En entendant l'ordre de leur chef, les agents lourdement armés armèrent leurs fusils, se déployèrent rapidement et bouclèrent le périmètre. Non seulement plus personne ne pouvait entrer, mais même ceux qui faisaient la queue pour recevoir les vivres se retrouvèrent dans l'impossibilité de partir. Cependant, cette manœuvre provoqua la fureur de toutes les personnes présentes. Déjà de mauvaise humeur, tout le monde avait le sentiment de s'être fait berner 2 fois dans la même journée. Ajoutez à cela plus de 10 heures d'attente, et la colère qui bouillonnait en eux avait atteint un point de non-retour. La décision des forces spéciales de boucler la zone fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres, faisant exploser leur rage. Perdant toute raison, la foule s'empara aussitôt de bâtons et de pierres trouvés sur le sol. Ils se mirent à les lancer sur les agents. La foule était déjà nombreuse. Bien que les agents fussent armés, ils n'osèrent effectuer que quelques tirs de sommation en l'air. Ils n'osaient absolument pas tirer sur la foule, ce qui ne fit qu'enhardir les émeutiers. Profitant de la confusion, certains allèrent jusqu'à blesser des agents pour leur dérober leurs armes. En un instant, le site de distribution de nourriture sombra dans un chaos total. Presque tous les véhicules furent renversés et incendiés par la foule en furie. Quant aux agents qui bouclaient le périmètre, ils avaient depuis longtemps été assommés. Leurs armes, elles, étaient déjà tombées entre les mains de personnes mal intentionnées. En moins d'une dizaine de minutes, tout le district de Tincan sombra dans le chaos. Libérant la bête qui sommeillait en eux, les habitants de l'île se lancèrent dans une vague de pillages, d'incendies et de meurtres dans les rues. Ayant rejeté toute notion de loi, ils ne cherchaient plus qu'à se défouler brutalement. Et cette destruction incessante offrit une occasion inespérée à Limmo, qui était en pleine frénésie de dévoration sur les quais. Lui qui craignait au départ d'attirer l'attention par un trop grand vacarme, en apprenant que tout le district de Tignes, quand avait sombré dans le chaos, se sentit immédiatement rassuré et put agir sans la moindre tenue. Par nuée, les Chandians et les Wangfei, vibrant de leurs ailes dans le ciel, lançaient des éclairs sans interruption. Pendant ce temps, les autres fourmis venimeuses, sous le commandement de Limmo, dévoraient sans relâche. Car cette zone abritait de nombreux élevages d'espèces marines de grande valeur. Au cours de leur festin, Limmo accumula une grande quantité d'expérience. Voyant ses points d'expérience grimper en flèche, Limmo, soudain d'excellente humeur, leur ordonna une nouvelle fois d'accélérer la cadence. Après tout, il ignorait combien de temps le chaos en ville allait durer. Il devait profiter de la situation avant que l'ordre ne soit rétabli pour dévorer toutes les créatures des fermes aquacoles. Dévorer tout. Et sectionnez ce câble à haute tension là-bas, jetez-le à la mer. Concentrez-vous tous au même endroit et lancez vos éclairs. La puissance sera ainsi bien plus grande. Pour améliorer l'efficacité, Limmo réfléchit un instant, puis donna cet ordre aux fourmis venimeuses dans le ciel. En recevant l'ordre de Limmo, les fourmis venimeuses furent d'abord surprises, mais elles obéirent aussitôt, car elles fusionnaient en un seul faisceau tous les éclairs qu'elles projetaient. Ainsi, à chaque attaque qui suivit, un éclair aussi large qu'un bol s'abattit directement sur la surface de la mer. Ajouté au fait que le câble à haute tension avait été traîné dans l'eau, toute la surface de la mer semblait en ébullition. En un rien de temps, des bancs de poissons morts recouvrirent toute la surface de l'océan. Et pour assurer la sécurité des fourmis venimeuses pendant qu'elles se nourrissaient, Limmo ordonnait aux autres de tirer le câble à haute tension sur le côté. Très vite, les points d'expérience de Limmo atteignirent 230 000. Voyant que cette méthode était efficace, Limmo ordonna aussitôt aux autres fourmis d'accélérer la cadence. L'objectif était d'accumuler un maximum de points d'expérience avant l'aube. Cependant, alors qu'ils continuaient d'utiliser cette méthode pour se nourrir, au loin, à la surface de la mer, un épais brouillard se leva soudainement. Cette brume semblait être apparue de nulle part. En l'espace de quelques clignements d'yeux, elle atteignit les environs de Limmo. Sentant l'odeur fétide qui s'en dégageait, Limmo eut l'impression que l'air ambiant s'était comme figé. Conscient du danger qui se cachait dans ce brouillard, il se posa avec assurance sur un rocher, tout en rappelant toutes les fourmis venimeuses à ses côtés. Et à l'instant même où toutes les fourmis venaient de se placer devant lui, Limmo aperçut, au cœur du brouillard, 2 yeux rouges de la taille de pneus de voiture apparaître soudainement. Sous ces yeux rouges, il y avait aussi une bouche béante, aussi vaste qu'un abîme. Alors que Limmo l'observait attentivement, la brume commença à se dissiper sur les côtés. Puis, une énorme tête chauve émergea lentement de la surface de l'eau. Le visage de cette tête chauve était terrifiant, et ses 2 yeux immenses fixaient Limmo. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à attaquer d'une seconde à l'autre.
Ses pupilles rouges brillaient d'un éclat maléfique. Ce n'était clairement pas une créature marine ordinaire. En voyant ce monstre marin apparu de nulle part, le cerveau de Linmo se mit à tourner à plein régime, fouillant dans ses souvenirs. Il identifia rapidement l'origine du monstre qui lui faisait face. Était-ce de la malchance ou une opportunité? À peine avait-il évolué plusieurs fois qu'il tombait déjà sur une créature légendaire du pays des Sakura. Le monstre marin Effanzu. On dit que cette créature est le cauchemar de tous les navigateurs. Il apparaît par temps de brouillard pour ensuite dévorer tous les navires. TSS, TSS, TSS. Si seulement je pouvais percer un trou dans cet énorme crâne chauve, et laisser toutes mes fourmis venimeuses le dévorer, les points d'expérience montraient en flèche. Loin de ressentir la moindre peur, Linmo affichait au contraire un regard avide. Si sa forme actuelle n'était pas celle d'un oiseau, il en aurait probablement bavé de convoitise. Mais trêve de plaisanterie, Linmo n'agit pas de manière imprudente. En observant le Effanzu, une question persistait dans son esprit. Après tout, d'après ce qu'il savait, le Effanzu n'apparaissait que dans les profondeurs de l'océan. Et sa dernière apparition aux yeux des humains remontait à plusieurs centaines d'années. Se pourrait-il que ce Effanzu ait été secrètement élevé par le pays des Sakura et délibérément placé ici? Alors qu'il s'interrogeait, une idée surgit soudain dans son esprit. En dehors de cette possibilité, Linmo ne voyait aucune autre explication. Après tout, un monstre marin aussi légendaire. Les archives humaines sont extrêmement rares. En pensant à l'apocalypse de ma vie antérieure, et aux diverses bêtes gardiennes divines apparues au pays des Sakura, Linmo sentait que sa supposition était très probablement correcte. Ce qu'il ignorait, c'est par quels moyens ce pays des Sakura avait réussi à matérialiser ces créatures de légende dans le monde réel. Au même moment, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans une montagne, des dizaines d'habitants du pays des Sakura vêtus de robes d'onmyoji sortirent en courant des grottes où ils vivaient pour se rassembler. L'un d'eux jeta d'abord un regard en direction de Suzuki avant de se tourner vers les autres et de dire « C'est vraiment étrange. Comment le Effanzu, qui se trouvait sous la zone d'élevage, a-t-il pu apparaître soudainement à la surface de la mer? Le Effanzu n'est encore qu'un produit semi-fini. Sa puissance est à des années-lumière de celle de la légende. À l'époque, nous l'avions placé sous la zone d'élevage pour qu'il puisse plus facilement dévorer les zones maritimes. De plus, nous avions mis en place une barrière d'interdiction. Son apparition soudaine signifie certainement qu'il s'est passé quelque chose dans cette zone d'élevage. Faisons comme ça. Rentrez tous vous préparer, on se retrouve ici dans un moment, puis on prendra l'avion pour y aller le plus vite possible. Après cette brève discussion, ils retournèrent faire rapidement leurs bagages. Puis, ils montèrent dans l'hélicoptère stationné au sommet de la montagne et se dirigèrent vers le port où se trouvait Linmo. Pendant le trajet, ils signalèrent également l'anomalie là-bas à tous les responsables concernés à Tokyo. L'affaire du Effanzu était de la plus haute importance. S'il venait à apparaître aux yeux des autres pays du monde, cela risquerait de ruiner tous leurs plans. Par conséquent, en apprenant l'apparition du Effanzu à la surface de la mer, plusieurs départements de Tokyo dépêchèrent immédiatement des équipes organisées par des maîtres. Et ce n'est pas tout. Pour éviter que la nouvelle ne fuite, en plus d'envoyer les mages, ils déployèrent également un grand nombre de troupes. On peut dire que l'apparition soudaine du Effanzu a rendu extrêmement nerveux certains des plus hauts dirigeants du pays des Sakura. En ce moment, ils n'avaient qu'une seule chose en tête. Comprendre au plus vite pourquoi le Effanzu avait quitté les fonds marins. Linmo, lui, ignorait tout de cela. Pour l'instant, il faisait face au Effanzu, à distance. Un essaim dense de guêpes toxiques l'encerclait, et au milieu du vrombissement de leurs ailes, un son de tonnerre résonnait dans l'air. Gros. Soudain, le Effanzu, qui était resté immobile, poussa un grand rugissement en direction de Linmo, puis se mit à se tortiller avec son corps massif. Il fonça dans sa direction, sa gueule béante, tel un abîme, s'ouvrant de plus en plus grand. L'eau de mer s'y engouffrait avec force, et l'odeur âcre du sang faillit faire tomber Linmo du poteau d'amarrage. Se stabilisant rapidement, il s'envola aussitôt dans les airs. En voyant le Effanzu se rapprocher, une lueur d'excitation apparut dans les yeux de Linmo. Même s'il pouvait s'enfuir facilement, il était pressé d'évoluer. Il décida donc de sacrifier une partie de ses guêpes toxiques pour dévorer ce Effanzu. Après tout, avec un monstre marin d'une telle taille, s'il parvenait à le dévorer entièrement, les points d'expérience qu'il obtiendrait ne lui permettraient-ils pas d'évoluer directement? Joignant le geste à la parole, Linmo prépara immédiatement ses guêpes toxiques au combat. Plus de 100 000 guêpes royales virulentes en avant, plus de 40 000 guêpes royales foudroyantes en arrière. Elles lancèrent l'assaut directement sur le Effanzu. Les guêpes foudroyantes attaquèrent sa patte gauche. La foudre s'abattit sur ce seul point, tandis que les guêpes virulentes foncèrent sur lui, utilisant tous les moyens pour injecter leur venin dans son corps, s'agrippant à lui pour commencer à le dévorer. Volant avec assurance dans les airs, Suzuki fixait intensément le Effanzu et lui donna un ordre d'une voix mal assurée.
BZZZ. Au milieu du bourdonnement des ailes, des éclairs aussi épais qu'un bras. Ils frappèrent directement le Efanzu. Sous la violence de la foudre. Après 2 vagues d'attaque, sa jambe gauche fut tout simplement arrachée. Les fourmis venimeuses, qui s'y attendaient, en voyant la jambe tranchée, se sont ruées dessus comme des folles, prêtes à tout dévorer. Elles ont commencé leur festin sans perdre un instant. Bien que pendant le processus, un grand nombre de fourmis aient été avalées par le Efanzu, l'énorme jambe arrachée disparaissait à une vitesse visible à l'œil nu. Après la perte de quelques dizaines de milliers de fourmis, la jambe fut complètement dévorée. 100 000 points d'expérience. Pas mal du tout. J'ai peut-être perdu des dizaines de milliers de fourmis, mais pendant qu'elles dévoraient, des dizaines de milliers de reines foudroyantes se sont créées par scission. En fin de compte, non seulement je n'ai subi aucune perte, mais en plus, je suis devenu bien plus puissant. Tout en marmonnant pour lui-même, Linmo donna un nouvel ordre. Toutes les reines foudroyantes devaient concentrer leurs éclairs pour attaquer le bras droit du Efanzu. Comme la fois précédente, il a fallu moins de 2 minutes. Un bras massif tomba. Avant même qu'il ne touche la mer, un nuage noir de fourmis venimeuses s'est avancé et l'a intercepté en plein vol. Elles se sont mises à le dévorer. Grara, ayant perdu un bras et une jambe, le Efanzu, fou de rage, a poussé plusieurs rugissements en direction de Linmo, a pris une grande inspiration, puis a craché un nuage de poison verdâtre. Partout où le brouillard passait, que ce soit les cadavres de poissons ou les bateaux amarrés, tout se dissolvait en fumée. Et ce n'est pas tout. Même la surface de la mer semblait bouillir, des bulles remontant avec un glou-glou. Te mesurer à moi en poison. Eh bien, voyons voir lequel de nous deux est le plus mortel. Face à cet étrange poison verdâtre, Linmo, loin de reculer, a au contraire mené ses fourmis venimeuses droit dedans. Il avait toujours voulu tester ce qui se passerait s'il dévorait lui-même des substances toxiques. Est-ce que ça ferait vraiment évoluer le venin dans son propre corps? L'occasion s'était enfin présentée. Plongeant la tête la première dans le nuage toxique, Linmo tenta d'activer sa capacité de dévoration. Lui qui était prêt à battre en retraite au moindre problème découvrit soudain que ce poison pouvait réellement être dévoré et absorbé par son corps. Sans la moindre hésitation, il se joignit immédiatement aux autres fourmis venimeuses et se mit à dévorer frénétiquement. Bien que l'expérience gagnée ne soit pas énorme, en l'absorbant, Linmo pouvait clairement sentir que le venin dans son corps était en train de changer. Qu'est-ce que ce malade a bien pu utiliser pour rendre le poison du Efanzu aussi puissant? C'est un vrai taré. Tout en se parlant à lui-même, Linmo râlait tout en continuant d'absorber frénétiquement le poison, de peur de manquer la moindre goutte. Après tout, un poison aussi puissant est une chose rare. Même si le Efanzu continuait de relâcher son poison sans interruption, cela ne suffisait pas face au nombre écrasant des fourmis venimeuses de Linmo. Très vite, le poison qui recouvrait le quai avait complètement disparu. Linmo, qui en voulait encore, jeta un coup d'œil au Efanzu qui approchait de lui, puis s'envola précipitamment pour se mettre à une distance de sécurité. Après tout, ce Efanzu était plutôt étrange. Il craignait que la créature n'ait d'autres atouts dans sa manche. Linmo avait beau être pressé de devenir plus fort, il ne voulait pas prendre de risques inconsidérés. Sans ça, il aurait très bien pu dévorer la ville entière d'un seul coup. S'il ne le faisait pas, c'était précisément pour réduire les risques. Et à l'instant même où il s'arrêta, la voix du système retentit de nouveau dans son esprit. « Félicitations, hôte, pour avoir réussi l'éveil du poison inné. À partir de maintenant, aucune toxine ne pourra plus vous nuire. Dans un environnement toxique, votre force sera décuplée par rapport à la normale. » En entendant cette voix dans sa tête, le cœur de Linmo se remplit de joie. Il ne s'attendait pas à ce qu'une simple dévoration lui offre une si belle surprise. Maintenant qu'il possédait ce corps immunisé contre tous les poisons, face au danger, il disposait d'un atout de plus pour se protéger. Après tout, depuis l'Apocalypse, presque tous les monstres sont porteurs de diverses toxines. La moindre contamination accidentelle pourrait lui causer des dommages irréparables. Et de toute évidence, Linmo ne voulait pas que cela arrive. Alors que Linmo, après s'être mis en sécurité, n'avait pas encore eu le temps d'ordonner à ses autres fourmis venimeuses de continuer l'attaque. Il vit le crâne chauve de Haifangzu enfler subitement de plusieurs fois sa taille. Juste après, son corps se mit à gonfler comme un ballon que l'on remplit d'air. Se dilatant à une vitesse ahurissante, Haifangzu, dont la silhouette grandissait à vue d'œil, observa Linmo avec un sourire glacial, puis ouvrit de nouveau sa gueule sanguinaire. En un instant, une vague monstrueuse jaillit de sa bouche, déferlant en direction de Linmo. La vague s'étendait sur plusieurs centaines de mètres, et semblait couvrir toute la plage. Quant à sa hauteur, d'après l'estimation visuelle de Linmo sous sa forme actuelle, elle devait faire au moins 5 ou 6 mètres de haut. Je le savais. Comment ce monstre marin de légende aurait-il pu être si faible?
murmura Limmo avec excitation en voyant la vague foncer sur lui. Il rappela alors rapidement toutes ces fourmis venimeuses dans son espace. La prochaine fois qu'on se reverra, je te dévorerai entièrement. Se dit Limmo en jetant un dernier regard à Haifangzhu, avant de déployer ses ailes et de s'envoler à toute vitesse loin du quai. À sa vitesse actuelle, même si la vague était plusieurs fois plus rapide, elle ne pourrait jamais le rattraper. Après avoir quitté le quai et atteint un endroit relativement sûr, Limmo s'arrêta enfin, son regard suivant la mer. En observant la vague progresser, il vit des centaines, voire des milliers de maisons être littéralement balayées. En un instant, dans tout un Qandao, on n'entendait plus que des cris de panique et des appels à l'aide. Il ne comprenait vraiment pas comment, alors que tout était calme, une vague aussi énorme avait pu apparaître de nulle part. Avant cela, ils n'avaient reçu aucune alerte. C'est bien fait pour eux. Comparé aux atrocités que leurs ancêtres ont commises au pays du dragon, ça ne suffit même pas à payer les intérêts. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres surprises vous attendent. En regardant les habitants du pays insulaire se débattre dans l'eau, le regard de Limmo était glacial, dépourvu de la moindre émotion. Pour ces bêtes qui n'avaient jamais renoncé à leur rêve d'envahir le pays du dragon, son cœur ne pouvait ressentir la moindre pitié. Après s'être rapidement orienté, il s'envola vers la préfecture voisine de Qandao. Il commençait à deviner qu'en dehors du registre divin de Jingoku, les profondeurs de l'océan environnant abritaient également toutes sortes de monstres marins qu'ils avaient créés, même si la plupart d'entre eux n'ont pas encore totalement éveillé leur véritable puissance. Mais Limmo ne peut pas compter là-dessus. Alors, avant de se faire repérer, il doit se dépêcher de piller tous les greniers et toutes les rizières du pays du Sakura. Et peu de temps après le départ de Limmo, les sorciers envoyés par le gouvernement du pays du Sakura, ainsi que plusieurs onmyoji arrivés en hélicoptère, sont tous arrivés près des quais. À cause des vagues gigantesques, ils se sont chacun postés sur un terrain relativement élevé. Ils se sont arrêtés et ont observé les vagues qui s'étendaient à perte de vue. Voir les flots détruire la ville où vivaient les humains ne semblait pas les préoccuper. Au contraire, les regards de tout le groupe étaient presque tous fixés sur le Kaibzu, qui était en pleine crise de folie. En voyant le Kaibzu s'agiter dans tous les sens comme un dément, tout le monde fronça les sourcils. Le Kaibzu a dû se battre contre une créature quelconque. Et il semble qu'il ait subi de lourdes pertes durant l'affrontement. Dans cette zone, le Kaibzu est le seul monstre marin légendaire connu. Qu'est-ce qui a bien pu le blesser à ce point? Nous devons absolument mener une enquête approfondie. Laissons l'enquête de côté pour l'instant. Le plus urgent est de faire en sorte que ces monstres marins légendaires atteignent leur forme finale. Le seigneur Shiming a raison. Surtout le Kaibzu. À cause de ses blessures actuelles, il a complètement perdu la raison. Pour le calmer, il faut trouver davantage de ressources pour lui permettre de se soigner tout en achevant la dernière étape de son évolution. Je contacte le gouvernement immédiatement. J'avais déjà demandé de préparer une grande quantité de médecine et feuilles pour ces créatures. L'aura qui se dégagera en la déversant dans la mer devrait justement aider les monstres à terminer leur évolution. Après une brève discussion, le groupe se mit rapidement d'accord sur la marche à suivre. Tandis que le plus jeune des onmyoji contactait le gouvernement. Plusieurs sorciers s'assirent directement sur le sol et commencèrent à sortir toutes sortes d'animaux à l'apparence hideuse. Puis, utilisant le sang de ces bêtes, ils se mirent à tracer des talismans dans les airs. Au fur et à mesure que les talismans se formaient, des filaments rouges s'élevèrent vers le ciel, avant de retomber sur le corps du Kaibzu. Tandis que les fils écarlates pénétraient sa chair, le Kaibzu, jusqu'alors frénétique, commença enfin à se calmer. Comme s'il avait perçu une sorte de message, son corps rétrécit rapidement. Après quelques grognements de mécontentement, il retourna lentement dans les profondeurs de l'océan. Au milieu d'un épais brouillard, le corps du Kaibzu commença à disparaître. Au même moment, c'était le chaos au sein du gouvernement du pays du Sakura. Tous les membres étaient réunis dans la salle de conférence et commençaient à délibérer. Le sujet était le plan de déversement d'eaux usées contaminées dans l'océan. Dans la salle de plusieurs centaines de mètres carrés, outre les hauts responsables du gouvernement de l'île, se trouvaient de nombreuses personnes en kimono, ou en uniformes divers. On pouvait dire que l'apparition soudaine du Kaibzu avait rassemblé les principaux dirigeants de toutes les factions du pays. Bientôt, une fois que toutes les places furent occupées, une silhouette âgée s'avança lentement vers le centre de la pièce. Le vieil homme portait un kimono à motifs noirs et blancs. La peau de son visage était aussi sèche que celle d'une momie. Debout sur l'estrade, il semblait ne peser aucun poids. Il donnait l'impression d'être sur le point de s'effondrer. De loin, on ne pouvait même pas dire avec certitude s'il était encore en vie. Pourtant, chose étrange, la peau de ses mains exposées était aussi lisse et douce que celle d'un nouveau-né. Ce contraste saisissant a instantanément plongé dans le silence tous les participants de la salle de réunion. Concernant l'affaire de Haifangzhu, je suppose que vous en avez tous déjà entendu parler. Une fois le silence retombé,
Le vieil homme, qui ressemblait à une momie, prit lentement la parole. Puis, sans attendre de réponse, il poursuivit, « Ces derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses du côté de Tincan. D'abord, tous les épis de riz des rizières ont disparu, puis ce fut au tour des greniers d'être vidés. Et enfin, toutes les fermes aquacoles du port. D'après l'enquête, les coupables sont quelques fourmis différentes. Voici des photos prises sur les lieux. Vous pouvez y jeter un œil. » Suite aux paroles du vieil homme, un écran de lumière apparut devant chaque personne, sur lequel, lentement, apparurent des photos de plusieurs fourmis. Si l'un mot avait été là, il aurait certainement reconnu que les fourmis sur ces clichés n'étaient autres que des photos de lui-même à ses différents stades d'évolution. Les représentants de la nation insulaire dans la salle de réunion, après avoir vu ces photos et pris connaissance de certains détails de la situation, commencèrent immédiatement à donner leur avis. Je pense que ces fourmis sont très certainement contrôlées par quelqu'un. À en juger par leur méthode de destruction et leur cible, il s'agit probablement d'une simple vengeance contre notre pays. Je suis d'accord avec l'avis de M. Ouattari. L'apparition de Efanzu n'est sans doute qu'une coïncidence. Le plus probable, c'est que la personne derrière tout ça, en s'occupant des poissons de la ferme aquacole, ait accidentellement dérangé Efanzu. Cela dit, ces quelques fourmis ont l'air vraiment étranges. Ce doit être une espèce spécialement élevée. Mais je me demande bien par quels moyens ils ont réussi à emporter autant de céréales et de poissons. À mon avis, il y a quelque chose de louche avec ces fourmis. Peut-être sont-elles équipées d'une technologie de pointe. Sinon, il serait impossible qu'elles apparaissent, par dizaines de milliers, toutes identiques, pour ensuite disparaître mystérieusement. Presque tout le monde était d'accord pour dire que quelqu'un manipulait ces fourmis pour semer le chaos. Après tout, à part les fourmis, il n'y avait aucun autre indice sur les lieux. Et plus important encore, sur place, les fourmis formaient un immense essaim, pour se réduire à une seule l'instant d'après. Ce n'est absolument pas normal. Alors que chacun venait d'exposer son point de vue, le vieil homme au centre prit de nouveau la parole. Vos suppositions sont justes. Cependant, la personne qui tire les ficelles se cache très bien. Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Nous pensons que cette personne vient très probablement du pays du dragon. Cependant, cette fois-ci, l'attitude du pays du dragon est très ferme. Pour ne pas interférer avec notre plan de création divine, ne provoquons pas de conflit avec eux pour le moment. Attendons que ces yokais de légende et ces dieux gardiens aient retrouvé leur puissance originelle. Après ça, le pays du dragon ne sera plus une menace. Le temps presse. C'est pourquoi, après délibération, j'ai décidé que dans 2 jours, nous relâcherons les eaux usées nucléaires stockées depuis des décennies, afin de créer une zone spécifique dans le secteur de la mer de Jingay pour aider les bêtes monstrueuses marines à retrouver toute leur puissance. En outre, dans 10 jours, nous organiserons un grand sacrifice au sanctuaire de Jingo. L'objet le plus crucial est la pierre du mont Taishan, en provenance du pays du dragon. Elle a déjà été expédiée de là-bas, et arrivera dans notre pays dans 3 jours. Avant le sacrifice, nous devons, quel qu'en soit le prix, la protéger. Sinon, les divinités du sanctuaire se mettront en colère, et cela provoquera une terrible catastrophe. Quant à la personne mystérieuse qui contrôle les fourmis, il faut intensifier les recherches. Nous ne pouvons absolument pas le laisser continuer à semer le chaos en toute impunité. Après avoir dit cela, le vieil homme à la silhouette décharnée se mit à nouveau à distribuer les tâches à chacun. La réunion dura plus de 4 heures. Au moment où ils se séparèrent, Linmo était déjà arrivé à Ngbing, à des dizaines de kilomètres de là. En effet, cet endroit était mondialement connu pour son industrie automobile, alors Linmo prévoyait, après avoir dévoré les réserves de grains, d'aller engloutir toutes les voitures fraîchement produites ici. Après tout, les voitures rapportaient plusieurs fois plus d'expérience que le grain. Linmo, qui s'était renseigné à l'avance sur la localisation de toutes les industries de Ngbing, utilisa aussitôt sa vieille méthode et plongea tête la première dans un entrepôt à grains du secteur. Au même moment, les hauts dignitaires du pays Sakura qui quittaient la réunion se mirent également en action. Car Linmo avait été vu pour la dernière fois près des quais. Alors, pour l'empêcher de continuer ses ravages, ils commencèrent immédiatement à établir un périmètre de surveillance dans un rayon de 20 km autour du port. Le pays Sakura avait mobilisé la quasi-totalité des forces de police de la région, et son gouvernement jurait qu'il capturerait Linmo cette fois-ci. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au même moment, Linmo était en train de dévorer frénétiquement les entrepôts à grains de Ngbing. Il ne lui manquait plus que 100 000 points d'expérience pour évoluer. Il avait déjà les yeux injectés de sang. Il n'avalait pas seulement le grain dans les entrepôts, il en dévora même les fondations sur une profondeur de 3 mètres. Seulement, il n'y avait pas beaucoup de grains stockés dans ces entrepôts.
Après les avoir tous engloutis, Linmo découvrit qu'il lui manquait encore plusieurs dizaines de milliers de points d'expérience pour évoluer. Comme le temps pressait, il n'hésita pas. Il s'envola aussitôt vers l'usine automobile la plus proche. Cependant, à peine quelques minutes après avoir quitté l'entrepôt, son attention fut entièrement captée par l'écran géant d'une place. L'écran affichait le dirigeant actuel du pays Sakura, Higashijima Kyoichi. Il se tenait sur l'estrade d'une conférence de presse, tenant son discours et regardant la caméra d'un air grave. Notre pays est à bout de force, c'est pourquoi, après délibération, nous avons décidé de commencer, dans 40 heures et dans 8 zones distinctes, à déverser des eaux usées radioactives dans l'océan. Maintenant, je vais annoncer les coordonnées de longitude et latitude de ces 8 zones. 108 degrés de longitude est. Perché sur un lampadaire, Linmo avait le regard fixé, rivé sur l'orateur, tandis que les coordonnées résonnaient une à une à ses oreilles. Lorsque l'orateur eut fini d'annoncer les coordonnées des 8 zones, une lueur de perplexité apparut dans le regard de Linmo. Ces coordonnées lui étaient très familières. Il se souvenait vaguement que dans sa vie antérieure, c'était précisément dans les zones correspondant à ces coordonnées qu'une horde de monstres légendaires était soudainement apparue. L'apocalypse avait déjà commencé à cette époque. Lui qui était alors en mission au pays Sakura, il les avait aperçus de loin. Se pourrait-il que ces soi-disant eaux usées radioactives soient la nourriture de ces monstres? La zone où le Effanzu est apparu était aussi l'un des sites de déversement. De plus, le volume déversé était plus important que dans les autres zones. Je viens à peine de blesser ce Effanzu, et le gouvernement du pays Sakura est déjà si pressé de déverser ses eaux usées. Il y a forcément un lien entre les deux, se dit Linmo pour lui-même. Son regard s'assombrit. Il savait pertinemment, lui qui connaissait la puissance de ces monstres légendaires, qu'il devait saboter l'opération du pays Sakura. En un peu plus de 40 heures, même s'il ne peut pas engloutir toutes les eaux usées nucléaires, il peut détruire leur conduit de transport, et faire en sorte qu'elles se déversent dans les villes de l'archipel. Ce n'est pas bien compliqué. Mais avant ça, il doit d'abord s'occuper des voitures, de cette usine de fabrication. Après tout, une fois qu'il aura tout dévoré ici, son expérience sera suffisante pour évoluer à nouveau. Suzuki a un pressentiment. Cette évolution va provoquer en lui un changement radical. Sachant que le temps presse, Suzuki a foncé tête baissée dans l'usine automobile. Il y a ici de nombreuses voitures finies, toutes soigneusement empilées sur un terrain vague. À perte de vue, Suzuki estime qu'il y a au moins des dizaines de milliers de véhicules, flambant neufs. Même le film de protection n'a pas encore été retiré. Chacune de ces bagnoles vaut des centaines de milliers. Une fois que je les aurai toutes dévorées aujourd'hui, le PDG de ce constructeur automobile japonais va sûrement faire une crise cardiaque de rage, hein. Après avoir fait un tour des environs, Linmo marmonna tout en levant la tête et mémorisa l'emplacement des caméras de surveillance. En ce moment, tout le Japon a les yeux rivés sur la zone où Effanzu est apparu. Tous les meilleurs flics sont là-bas en embuscade, attendant que je tombe dans le piège. Donc, avant d'avoir fini de dévorer ses voitures, Linmo ne veut pas révéler sa position trop tôt. Après tout, l'apocalypse est imminente. Et il doit régler ce problème avant que les rejets radioactifs ne commencent. Sinon, si ces yokais légendaires recouvrent toute leur puissance, les affronter ne sera pas forcément une bonne chose pour moi. Même si Linmo sait qu'il est assez fort maintenant, il n'est pas assez stupide pour se frotter de front à ces créatures. S'il a pu se débarrasser si facilement de Effanzu, c'est d'une part parce que cette chose l'a sous-estimé, et d'autre part, parce qu'elle n'avait pas encore totalement retrouvé sa force. Autrement, ça n'aurait pas été aussi simple pour moi de dévorer une partie de son corps. Suzuki, qui a déjà son plan en tête, réfléchit un instant, puis bat des ailes pour se rendre dans un angle mort des caméras. Il fait alors apparaître quelques-uns de ses sbires. Divisez-vous en 5 équipes. De gauche à droite, dévorez toutes les caméras ici. Faites vite. Et soyez discrets. Sur ces mots, Linmo a pris la tête du groupe et s'est dirigé vers l'une des caméras. Il a volé droit dessus. Sa précédente évolution l'a rendu très rapide. De plus, Linmo a délibérément accéléré la fréquence de ses battements d'ailes. Si bien que sur les écrans de surveillance, on ne pouvait voir que quelques éclairs dorés. Impossible de distinguer sa forme complète. Et juste au moment où l'agent de sécurité qui fixait l'écran se frottait les yeux pour essayer de mieux voir, Linmo et ses sbires avaient déjà sectionné les câbles de la caméra. L'écran qui s'est soudainement rempli de neige a fait froncer les sourcils à plusieurs agents de sécurité. Mais avant même qu'ils n'aient eu le temps de réagir, sur les autres écrans, des éclairs dorés ont aussi jailli. Et juste après, comme pour le premier, toutes les caméras de la zone sont devenues grises et blanches. De la neige. Putain, les caméras ont encore un problème.
Ça fait un bail que j'ai signalé à la direction que les câbles étaient vétustes, mais personne ne s'en occupe. Bon, arrête de râler. Vous autres, venez avec moi, on va jeter un œil. Nagashima, appelle le service de maintenance et dis-leur d'envoyer quelqu'un pour vérifier. Face aux écrans de surveillance remplis de neige, les agents ne se sont pas affolés. Une fois les tâches réparties, sous la direction de leur chef, ils se sont dirigés vers Linmo, matraque à la main. Mais Linmo semblait avoir déjà anticipé les moindres faits et gestes des agents de sécurité. Après avoir détruit les caméras de surveillance, il a directement ordonné à ses sbires de saboter l'interrupteur du rideau métallique. Une fois l'interrupteur détruit, l'entrepôt où étaient stockées les voitures est devenu complètement inaccessible, à moins d'utiliser la force brute pour l'ouvrir de l'extérieur. Mais Linmo le savait bien. La décision de forcer la porte extérieure ne dépendait pas de quelques simples agents de sécurité. Dans ce pays tordu qu'est le Japon, la hiérarchie est extrêmement marquée. Sans le feu vert d'un supérieur, ces gardes allaient probablement se contenter d'attendre dehors. Et même s'ils obtenaient l'autorisation de leur chef, le temps qu'ils ouvrent la porte, Suzuki aurait probablement déjà terminé son festin. Dans sa tête, Suzuki, qui avait déjà simulé le plan des dizaines de fois, avait anticipé tous les imprévus possibles. Après avoir de nouveau inspecté les environs et s'être assuré que tout était en ordre, Linmo s'est envolé d'un coup, dans un battement d'ailes. Une masse compacte de dizaines de milliers de reines de foudre, identiques à lui en tout point, est apparue tout autour. Sous les ordres de Linmo, tel un océan doré, elles se sont ruées sur les voitures environnantes. Et à l'instant même où elles ont chargé, les voitures, qui étaient encore flambant neuves, ont toutes été réduites en poussière. Avec Linmo comme épicentre, une zone de 30 mètres de rayon a été nettoyée en un instant. En voyant les voitures disparaître les unes après les autres, Linmo était d'excellente humeur. Avec son évolution, la capacité de dévoration des reines de foudre qu'il créait avait aussi considérablement augmenté. À l'époque où il venait de renaître, s'il avait voulu se débarrasser de toutes ces voitures, ça lui aurait pris au moins 1 an et demi, c'était tout simplement impossible. Mais maintenant, quelques secondes suffisaient. De plus, que ce soit sa capacité de défense ou d'attaque, tout avait été considérablement renforcé. Et plus important encore, Linmo avait découvert qu'après chaque purification, son don de division devenait lui aussi bien plus puissant. Cela signifiait qu'en dévorant le même objet pour se purifier, le nombre de clones qu'il pouvait créer dépassait de loin celui d'avant la purification. Expérience plus 100. Plus 100. Plus 100. En voyant son expérience augmenter sans cesse, Linmo, flottant dans les airs, tel un monarque, observait de haut sa horde en plein festin. Il le savait pertinemment, à ce rythme, le nombre de ses sbires allait augmenter de plus en plus. 100 000, 1 million. 10 millions, 1 milliard. Tant qu'il y aurait assez de choses à dévorer, dans un futur proche, il deviendrait le cauchemar de tous. Il en était certain. S'il continuait à évoluer et à se diviser, la prochaine fois qu'il rencontrerait un monstre comme Ai Fangzhu, il pourrait s'en débarrasser facilement en un seul instant. Tout en réfléchissant, Linmo continuait de commander à ses sbires de dévorer frénétiquement. Son expérience d'évolution était presque au maximum. À présent, son cœur était empli d'une pointe d'impatience. Au même moment, les agents de sécurité qui étaient arrivés, et qui avaient constaté que la porte ne s'ouvrait pas, après avoir obtenu l'approbation de plusieurs départements, sont finalement revenus avec des outils. Pour des raisons de sécurité, la qualité de ce rideau métallique était particulièrement robuste, si bien que les 7 ou 8 agents ont dû s'acharner un bon moment, avant de finalement réussir à créer une brèche. Mais Suzuki, qui avait déjà entendu le vacarme, et au moment où ils ouvraient une brèche pour entrer, il a rappelé tous ses sbires dans son espace. Puis, profitant que personne n'ait encore eu le temps de réagir, il s'est transformé en un rayon de lumière dorée et s'est envolé. Il lui manque encore un peu plus de 10 000 points d'expérience pour évoluer, il ne voulait pas perdre de temps ici. Au moment où Linmo s'envolait, le personnel logistique de la sécurité Kimin entrait sur les lieux. Tout en riant et en bavardant, ils découvrirent un endroit complètement vide. Ils sont restés figés sur place, complètement abasourdis. Sous le choc, les outils qu'ils tenaient en main sont tous tombés par terre. Un agent de sécurité plus peureux a même reculé de plusieurs pas, avant de tomber sur les fesses. Des fantômes. J'ai vu des fantômes. Paniqués, même assis par terre. Ils ont rampé dehors en s'aidant de leurs mains et de leurs pieds, tout en criant. Gulp. Les quelques personnes restantes ont d'abord dégluti. Puis, après s'être jeté un regard, ils se sont aussi enfuis en courant. Comparé à ceux qui s'étaient enfuis avant, ils semblaient bien plus calmes. Une fois sortis, ils ont rapidement appelé la direction de leur entreprise. Ils ont rapporté tout ce qui s'était passé. Comme ces entreprises avaient déjà été prévenues par le gouvernement de la situation, en entendant le rapport de leurs agents de sécurité,
Le responsable de l'entreprise a immédiatement transmis l'information aux autorités supérieures. Rassemblez vite tous les policiers des environs et armez-les. Nous devons à tout prix maîtriser celui qui contrôle les fourmis pour semer le chaos. Activez la surveillance par satellite. Commencez les recherches à partir de la zone où les voitures ont disparu. Suite au rapport de l'entreprise, le gouvernement du pays des cerisiers s'est immédiatement mis en action. Auparavant, pour retrouver Suzuki, ils avaient déjà activé plusieurs satellites, couvrant ainsi l'intégralité du pays des cerisiers. Donc, le retrouver ne serait pas bien difficile pour eux. Très vite, la police et les forces spéciales du pays des cerisiers, ayant reçu leurs ordres, se sont toutes rendues au lieu indiqué. De plus, quelques-uns des plus célèbres détectives du pays des cerisiers se sont également réunis sur place. En zoomant image par image sur les enregistrements satellites, ils analysaient, à partir des indices, la trajectoire de fuite de l'Inmo. Même si la vitesse de l'Inmo était élevée, les images capturées par la surveillance satellite étaient d'une clarté exceptionnelle. Inutile de mentionner la trajectoire de vol de l'Inmo. Même le mouvement d'une balle supersonique pouvait être capturé. Ainsi, pendant que l'Inmo était en train de tout dévorer dans un autre parking souterrain, le gouvernement du pays des cerisiers avait déjà réussi à localiser sa position approximative. D'après les images satellites, le dernier endroit où cette fourmi dorée est apparue, c'est ce parking. Si je ne me trompe pas, la personne qui contrôle les fourmis en coulisses doit se cacher à cet endroit. Envoyez toutes les forces spéciales sur place. Et dites-leur d'emporter des armes lourdes. En plus de leur armement de service habituel, ils peuvent cette fois emporter quelques mitrailleuses et des lance-grenades de petit calibre. Après tout, la puissance d'attaque de cette fourmi est considérable. Une fois la position de l'Inmo confirmée, le gouvernement du pays des cerisiers a donné l'ordre de passer à l'action. Comme les équipes d'intervention étaient déjà prêtes, dès que l'ordre a été donné, lourdement armées, elles se sont immédiatement dirigées vers la position de l'Inmo. Au moment même où ces hommes se déployaient à l'extérieur du parking, l'Inmo a enfin reçu la notification système tant attendue. Félicitations, hôte. Votre expérience a atteint le seuil requis pour l'évolution. Voulez-vous commencer l'évolution maintenant? Bien qu'il sache que la police japonaise grouillait à l'extérieur, l'Inmo n'a pas hésité une seconde à lancer son évolution. Après tout, pendant ce processus, il est totalement invincible. Même pas la peine de parler de la police, même une bombe nucléaire ne pourrait pas l'égratigner. Il ne prêtait absolument aucune attention aux flics qui l'attendaient. Ignorant totalement leur présence, l'Inmo commença son évolution au son d'une notification du système. Cette fois-ci, l'évolution était différente. Dès qu'elle a commencé, l'Inmo s'est retrouvé enveloppé dans une coquille d'œuf rouge. À l'extérieur de la coquille, des flammes ardentes brûlaient sans discontinuer. Et à l'intérieur, le corps de l'Inmo subissait lui aussi des changements considérables. En plus de l'amélioration habituelle de sa force physique, de sa vitesse et du reste, qui ont été considérablement renforcés, un œil supplémentaire est apparu au milieu de son front. Cet œil était entièrement rouge sang. Si on y regardait de plus près, on pouvait y voir des flammes vaciller. Ces flammes ardentes dégageaient une chaleur terrifiante. Leur haute température traversait la coquille, faisant grimper la température dans tout le parking souterrain. La température avait considérablement augmenté. Si quelqu'un avait été présent, il aurait remarqué qu'autour de la coquille de l'Inmo, sous l'effet de la chaleur intense, certaines parties en acier commençaient à fondre. Flamme solaire authentique. À l'intérieur de sa coquille, l'Inmo fronça les sourcils en lisant la notification dans son esprit. Avant même de comprendre qu'il s'agissait de sa nouvelle capacité évoluée, il n'eut pas le temps de réfléchir et s'empressa de l'intégrer à son corps. Boum. Pendant le processus de fusion, la puissance de la foudre et la flamme solaire authentique s'entrechoquèrent violemment dans le corps de l'Inmo. En même temps qu'une détonation assourdissante, une vague d'énergie jaillit de la coquille, soulevant les dalles de béton à proximité. Cette collision titanesque brisa également la coquille. En sortant, le visage de l'Inmo affichait clairement une pointe d'excitation. Je ne m'y attendais pas. Après cette évolution, j'ai gagné tout un arsenal de techniques d'attaque. Combiné à l'œil sur mon front qui peut libérer la flamme solaire authentique. C'est tout simplement invincible. Se dit l'Inmo en marmonnant, tout en battant des ailes. Une immense paume, dorée à l'intérieur, entourée d'un cercle de flammes et d'un cercle de foudre, apparut soudainement devant lui. Disparaît. D'une simple pensée, l'Inmo projeta violemment l'immense paume vers l'avant. Au même moment, de l'œil sur son front, un jet de flamme jaillit, suivant de près la paume, et frappa l'un des piliers du parking. Boum. La paume et les flammes atteignirent leur cible presque simultanément. La puissance colossale pulvérisa le pilier et creusa un énorme cratère dans le sol. Mais ce n'est pas tout. À cause de la flamme solaire authentique, tout ce qui se trouvait aux alentours fut réduit en cendres.
Sa puissance n'est peut-être pas comparable à celle d'une bombe nucléaire, mais l'effet est similaire à un tir d'obusier. De plus, cette flamme solaire authentique peut non seulement brûler mes ennemis, mais aussi envelopper mon corps pour former une armure défensive. Et plus important encore, au fur et à mesure de mes futures absorptions, mes subordonnés seront de plus en plus nombreux. Si des centaines de milliers d'entre eux attaquent en même temps, ce déluge de paumes et de flammes qui couvrira le ciel et la terre sera un spectacle absolument grandiose. Je me demande si le Jingo Chance de ces Japonais pourra résister à la crémation par ma flamme solaire authentique. L'Inmo hocha la tête, satisfait. Puis il tourna la tête vers l'entrée du parking. Les forces spéciales japonaises, déjà en embuscade, avançaient furtivement le long du mur, armes au poing. Ils voulaient lancer une attaque surprise sur l'Inmo, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que depuis leur arrivée dans les environs, chacun de leurs mouvements était déjà sous la surveillance de l'Inmo. Bien que l'Inmo ne soit actuellement qu'une fourmi géante avec des ailes, il a plein de subalternes. Surveiller ces insulaires était un jeu d'enfant. Observant froidement les forces spéciales de l'île se rapprocher, le regard de l'Inmo brillait d'une lueur meurtrière. Lui qui avait reçu une éducation patriotique depuis son plus jeune âge, avait une haine et une colère viscérale envers les habitants de l'île. Dans sa vie antérieure, à cause de son manque de pouvoir, il ne pouvait qu'agir en guerrier du clavier, évacuant son mécontentement envers cette nation insulaire par des insultes et des accusations. Maintenant, revenu à la vie et maîtrisant des forces surnaturelles, il n'allait évidemment pas laisser passer l'occasion de venger ses ancêtres. Plus important encore, il voulait profiter de cette occasion pour tester la véritable étendue de sa puissance. Jusqu'à présent, il avait été trop occupé à dévorer, et n'avait pas eu l'occasion de tester sa force. Maintenant qu'une opportunité se présentait à sa porte, il comptait bien en profiter pleinement. L'Inmo suivit du regard les mouvements de ses forces spéciales. Après une profonde inspiration, il s'envola d'un coup puissant dans les airs, apparaissant dans leur champ de vision. Sans invoquer aucun de ses subalternes, il utilisa directement la paume foudre-feu de niveau 5, qu'il venait d'obtenir grâce à son évolution. La fourmi est là. Tirez. Deuxième groupe, les grenades. Préparez-vous. Feu, feu, feu. Boum, boum, boum. Au moment même où l'Inmo lançait sa paume foudre-feu, les membres des forces spéciales de l'île tournèrent leurs armes vers lui et se mirent à tirer frénétiquement. Des balles de tout calibre sifflèrent et percutèrent le corps de l'Inmo, mais elles furent toutes déviées, sans lui causer le moindre dégât. Et pendant qu'il tirait, la paume foudre-feu de l'Inmo s'approchait d'eux. Avant même qu'il n'ait pu réagir, l'immense empreinte de paume s'écrasa au sol dans un bruit assourdissant, les réduisant directement en cendres. La puissance était si colossale que ces forces spéciales de l'île n'eurent même pas le temps de pousser un cri de douleur avant de disparaître purement et simplement dans les airs. De plus, comme l'attaque avait détruit les fondations du garage, au moment de l'explosion, la moitié du garage la plus proche de la déflagration s'effondra également dans un nuage de poussière. Bon sang, je ne m'attendais pas à une telle puissance. La défense de mon corps est telle que les balles ordinaires ne peuvent même pas l'égratigner. Si j'ajoute la couche de défense formée par le véritable feu solaire, ce genre d'obusier ne devrait pas être bien difficile à contrer, non? S'élevant de la poussière jusqu'au ciel, l'Inmo jeta un œil à l'obusier au sol qu'il avait déjà verrouillé dans son viseur. Il ouvrit brusquement le troisième œil au milieu de son front. Des flammes ardentes en jaillirent, enveloppant rapidement tout son corps. Ces flammes tourbillonnantes rougirent les alentours de l'Inmo, et l'air lui-même se mit à onduler sous l'effet de la chaleur intense. Ses ailes, dorées avec une touche de rouge flamboyant, lui permettaient de se maintenir stablement dans les airs. Cette scène stupéfia tout le monde au sol. Après tout, de leur point de vue, l'Inmo ressemblait en cet instant à une divinité contemplant les mortels, majestueux et insondable. Certains habitants du quartier ouvrirent même leurs fenêtres, et se mirent à murmurer des prières en s'agenouillant pour le vénérer de loin. Quelle malchance, être vénéré par de simples bestioles. Remarquant la scène, l'Inmo laissa échapper un grognement froid. Puis, il reporta son attention sur les forces spéciales qui tremblaient à ses pieds. Remis de leur choc initial, ils étaient en train d'enfoncer un obus de plusieurs dizaines de centimètres dans le canon. Suzuki, qui connaissait parfaitement toutes les armes, était bien conscient de la puissance de ce type d'obusier. Au bas mot, un seul de ces obus suffirait à détruire un immeuble de 30 étages. Et au sol, plus de 20 d'entre eux le visaient. 20 obus tirés en même temps sur une seule cible, même le char le plus puissant à l'heure actuelle, serait réduit en cendres plusieurs fois de suite. Mais l'Inmo, qui avait une confiance absolue en son feu solaire authentique, n'en avait que faire. Pour tester sa capacité de défense, il déploya simplement ses ailes en plein vol, et ferma les yeux. Il faut dire qu'il était alors sous sa forme de fourmi. Autrement, il se serait certainement allumé une cigarette, puis,
face à cette bande de salauds de l'île. Il leur aurait fait plusieurs doigts d'honneur. Une dette de sang, inoubliable pour l'éternité. Pardonner? C'est impossible. Le pardon, c'est l'affaire de nos ancêtres. Moi, tout ce que je peux faire, c'est les envoyer rejoindre leurs ancêtres. Un point c'est tout. Vous pensiez être en sécurité en vous cachant dans l'ombre? Attendez que j'ai pulvérisé cette fourmi. On verra ce que vous ferez. Tout le monde, visez la cible. Correction de la visée. Préparez-vous à ouvrir le feu. 3, 2, 1. Feu. Les hauts dirigeants de l'île, persuadés que l'Inmo était contrôlé en coulisses, ne prenaient absolument pas au sérieux le Linmo qui volait dans les airs. À leurs yeux, l'Inmo n'était rien de plus qu'une machine, un produit de la technologie. Ces obusiers pouvaient facilement le détruire. L'arrogance et la suffisance ont toujours été une tradition ancrée au plus profond de ce peuple. C'est pourquoi, en s'attaquant à l'Inmo, ils n'avaient choisi aucune arme lourde, car la distance était suffisamment courte. Ainsi, dans un sifflement strident, les obus apparurent devant l'Inmo en un clin d'œil. Quel présomptueux! N'a-t-il même pas le courage de fuir, et dire que je le croyais si redoutable? Grâce à la surveillance satellite, les hauts responsables de l'île qui observaient la scène, tout en parlant, avaient déjà levé leur verre pour célébrer. Pour eux, ce Linmo, immobile dans les airs, était de toute évidence une machine, abandonnée par son marionnettiste. Une épave. Cependant, au moment même où ils s'apprêtaient à vider leur verre, d'un seul trait, une scène étrange se produisit. On vit les obus, qui avaient déjà atteint l'Inmo, commencer à fondre progressivement. D'abord l'ogive, puis l'enveloppe de l'obus tout entière. Le temps d'allumer une cigarette, et des dizaines d'obus s'étaient transformés en une mare de métal en fusion. Puis, sous les regards médusés de tous, le tout s'évapora autour de l'Inmo. Quel gâchis! Si j'avais su, j'aurais fait sortir l'aiguille plus tôt, pour qu'il dévore ses obus. Parfaitement conscient de tout ce qui se passait autour de lui, l'Inmo observa les gaz résiduels des obus dans l'air, et ne put s'empêcher de soupirer. Une fois son constat fait, son regard s'aiguisa. D'un puissant battement d'ailes, il plongea droit vers le sol. Le test est terminé. Il est temps de vous donner une bonne leçon. Sachant que rien aux alentours ne pouvait menacer son existence, l'Inmo plongea, et au même instant, le troisième œil sur son front déchaîna des vagues de chaleur intense. Aussitôt après, un torrent de flammes mêlées de filaments de foudre balaya le sol. Une chaleur de plus de 1000 degrés calcina instantanément tout ce qui se trouvait à la surface. Les forces spéciales de l'île de Daobo, qui brandissaient leurs armes, furent également prises dans cette fournaise. Il se transforma en un cadavre noirci qui, sous le battement d'ailes de l'Inmo, fut projeté dans les airs, ne laissant aucune trace. Après s'être débarrassé des forces spéciales qui l'encerclaient, l'Inmo ne s'attarda pas. Sachant que les habitants du pays insulaire avaient d'autres cartes en main, il battit des ailes sans plus attendre. Il libéra toutes les fourmis venimeuses de son espace dimensionnel. Ce nuage de fourmis, obscurcissant le ciel et la lune, devint la meilleure couverture pour la fuite de l'Inmo, même si les satellites du pays insulaire le suivaient à la trace. Mais l'Inmo, qui avait déjà tout planifié, dévorait tout en volant. Il se divisa rapidement en d'innombrables clones venimeux, identiques à lui-même. Utilisant ses avatars infinis, et après avoir fait le tour de la moitié de l'île, l'Inmo se posa finalement au-dessus d'un conduit d'évacuation des eaux usées. Le temps pressait. Pour empêcher ces bêtes démoniaques de se développer, il décida d'utiliser ces eaux usées pour irriguer les terres du pays insulaire. Il voulait que ces insulaires, qui ne pensent qu'à annexer le Longo, goûtent à la saveur du désespoir. Après tout, cette substance toxique et hautement radioactive allait sans aucun doute, avant même l'apocalypse, faire subir à ces animaux du pays insulaire un tourment inhumain. En raison de leur conflit précédent avec le Longo, le pays insulaire avait déjà rapatrié tous les ressortissants du Longo, donc l'Inmo ne craignait pas de blesser des innocents. À ses yeux, il n'y avait aucun innocent sur les terres de ce pays insulaire. Quand leurs ancêtres massacraient le peuple du Longo, ils auraient dû s'attendre à ce dénouement. Quant aux habitants du pays de Bangzi et des autres nations, l'Inmo n'avait donc aucune hésitation. Les ancêtres du Longo ont versé leur sang par le passé et ont laissé cet enseignement. Face au peuple de Goryeo, le fouet et l'épée valent mieux que la bienveillance. Ne les traitez pas en hommes, mais en bêtes. Depuis toujours, ils ne sont que des animaux stupides qui suivent les agresseurs. Les ancêtres l'ont dit eux-mêmes. Traitez-les comme du bétail, et tuez-les sans pitié. L'Inmo, en tant qu'homme de tradition, n'allait certainement pas faire preuve de pitié. Rétractant ses ailes, l'Inmo se recroquevilla à l'intérieur d'un conduit, sans agir imprudemment. Après tout, il y avait de nombreux tuyaux d'eau usés. Il devait d'abord déterminer leur direction et leur emplacement. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait causer un maximum de dégâts aux pays insulaires.
alors qu'une partie de ses clones était déjà partie en reconnaissance. Il en profita pour ouvrir son interface. Après son évolution, il était si pressé de tester ses nouvelles capacités, qu'il n'avait pas encore examiné les informations en détail. Nom, Linmo. Espèce, fourmi démon du feu céleste. Talent. Nombre d'individus clonés, 2 580 007 fourmis venimeuses, non reines, 130 000 fourmis reines foudre. 50 800 fourmis démons du feu céleste. Espérance de vie restante, 859 jours. Expérience requise pour la purification, 0 sur 1 million. Constitution spéciale, corps élu, immunisé contre tous les poisons, défense extrêmement élevée. Augmente la vitesse de dévoration. Après avoir été trempé par la foudre et le véritable feu solaire, ce double renforcement lui permet de résister à l'attaque de 50 chars au maximum. Compétence active, véritable feu solaire. Une puissance de flamme puisée dans le soleil. Lorsqu'elle est utilisée, elle peut incinérer tous les objets environnants. La température peut atteindre 1700 degrés et peut servir à attaquer les ennemis, mais aussi se transformer en bouclier protecteur. Compétence active, aile démoniaque foudre et feu. Après avoir absorbé la foudre divine et la flamme, ses ailes permettent à l'hôte d'atteindre une vitesse de vol de 170 mètres par seconde. Compétence active, paume foudroyante. Logique absorbant la foudre et le feu. Une fois utilisée, elle peut condenser les éléments environnants en une paume pour frapper l'ennemi. En regardant son interface de stats complètement métamorphosée, Linmo ressentit une certaine joie. Mais ce ne fut que passager. Il fronça de nouveau les sourcils, même s'il surpasse désormais la grande majorité des créatures vivantes. Et qu'il peut même tenir tête aux humains pendant un court instant, ça ne veut pas dire qu'il est invincible en ce monde. Sans même parler des dieux gardiens déjà créés par le pays des Sakura, ou des différentes bêtes démoniaques, rien que les armes modernes qu'il maîtrise. Je suis incapable de les affronter seul. Pour commencer, même si ce corps simulé est immunisé à tous les poisons, il ne peut résister qu'à l'attaque simultanée de 50 chars d'assaut. Et d'après ce qu'il sait, la puissance militaire actuelle du pays des Sakura est déjà redoutable, surtout avec l'aide de leur papa, le pays de l'oncle Sam. La qualité de l'armement qu'ils détiennent peut même rivaliser avec celle du pays du dragon. Bombes nucléaires, lasers, armes à impulsion électromagnétique, ils ont tout ça. S'ils les utilisent contre moi, avec ma force actuelle, j'estime n'avoir aucune chance de m'en sortir. Même si j'ai une vitesse fulgurante, l'existence d'armes supersoniques n'est plus un secret pour personne. S'ils veulent vraiment m'éliminer, je n'aurai aucun moyen de les esquiver. Et ce n'est pas tout. Mon vrai feu solaire, ma plus grande fierté, n'est pas non plus une garantie de sécurité. Après tout, la température d'une bombe thermonucléaire fabriquée il y a des décennies dépassait déjà les 2500 degrés. Si le pays des Sakura mobilise vraiment toutes les forces de la nation contre moi, il ne me restera plus qu'à fuir pour sauver ma peau, sans la moindre chance de riposter. À moins que je ne parvienne à détruire tout l'arsenal du pays des Sakura sans que personne ne s'en aperçoive. Tout leur arsenal. Mais c'est évident qu'avec mes capacités actuelles, c'est tout simplement impossible. La prochaine purification coûte 1 million de points d'expérience. Il va falloir que je profite de chaque instant pour dévorer. En soupirant, Linmo relâcha encore plus de fourmis démoniaques, pour trouver de nouvelles proies à dévorer. Au même moment, une vidéo de Linmo anéantissant les forces spéciales du pays insulaire avait déjà été mise en ligne. En voyant ce Linmo aux allures de divinité, les internautes du monde entier ont commencé à publier toutes sortes de commentaires. Internautes du pays des Sakura, une technologie aussi puissante. Ça a forcément été développé par le pays du dragon et le pays des barbus. Je proteste vivement. Je propose que tous les pays du monde s'unissent pour les sanctionner. Internautes du pays des bâtons, c'est la toute dernière technologie développée par notre pays des bâtons. Mais elle a été volée par le pays du dragon il y a quelque temps. C'est une véritable honte. Le pays du dragon nous vole tout, même notre kimchi. Internautes du pays de l'oncle Sam, oh mon Dieu, c'est sûr que quelqu'un essaie de provoquer une guerre. En tant que superpuissance, notre pays devrait envoyer des troupes pour calmer ces troubles. Internautes du pays du dragon, bande d'enfoirés. Pendant que les internautes de tous les pays se déchiraient dans les commentaires, les réactions des gouvernements du monde entier étaient très variées. Les pays menés par le pays de l'oncle Sam, en particulier, se sont fait entendre sur tous les tons. Leurs sous-entendus visaient tous à acculer le pays du dragon, cherchant un prétexte pour s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Mais face à la fermeté affichée par le pays du dragon, ils n'osaient pas agir de manière imprudente. Le pays de l'oncle Sam et ses alliés ont donc secrètement incité le pays des bâtons et Nanu à provoquer toutes sortes d'incidents à la frontière du pays du dragon. Face à ces multiples provocations,
Le Longo ne pouvait évidemment pas rester les bras croisés alors que quelques obus atterrissaient par accident à sa frontière. Après la mort de quelques soldats du Nanyue et du Bangzigo, ces brutes de pays insignifiants ont finalement rentré leurs griffes. Quant aux Sakurago, craignant que Suzuki ne sabote leur plan de déification, ils ont tout simplement déployé l'artillerie lourde dans les rues. Dans les zones clés, les véhicules de transport utilisés sont des chars. De plus, afin de pouvoir anéantir complètement l'Ingmu par la suite, ils ont également dépêché divers nouveaux modèles d'avions de chasse, dans le but de s'assurer qu'une fois l'Ingmu découvert, les forces aériennes puissent arriver en renfort en moins de 15 minutes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tout ce déploiement avait déjà été repéré par les simulacres envoyés par l'INMO, et l'information lui était revenue à la vitesse de l'éclair. Ils se sont vraiment donné du mal pour s'occuper de moi. Les arsenaux de chaque ville sont passés en état de préparation au combat. Des chars dans les rues, des avions de chasse en patrouille. Quelqu'un qui ne serait pas au courant pourrait croire que vous vous préparez à envahir le Longo une nouvelle fois. Mais plus vous agissez de la sorte, plus vous montrez votre peur que je sabote le rejet des eaux radioactives. Et cela prouve encore plus à quel point ces bêtes démoniaques sont importantes pour vous. J'ai hâte de voir quelles réactions étranges ces bêtes auront une fois que j'aurai détruit les conduits de rejet. Ce serait encore mieux s'ils pouvaient mettre toute l'île à feu et à sang. En recevant les unes après les autres les informations rapportées par les autres simulacres, l'INMO ne put s'empêcher de songer. Sachant que le Sakurago était sérieux cette fois-ci, il décida de lancer une offensive générale. Une attaque simultanée sur plusieurs fronts. Dans son espace de stockage. Après avoir gardé 50 000 fourmis démoniaques pour son propre usage, il a envoyé les 200 000 restantes se déployer partout dans le Sakurago. Tous les champs devaient être couverts. Tous les ports devaient être dévorés simultanément. Les divers pipelines de rejet des eaux radioactives devaient également être détruits en même temps. En plus de cela, pour plonger le Sakurago dans le chaos, l'Ingmu a même envoyé plus de 10 000 fourmis dans les villes. Elles ont commencé à lancer des éclairs et du feu, semant la destruction. Il voulait voir, avec 200 000 fourmis dévorant et détruisant tout en même temps, comment diable le Sakurago allait bien pouvoir réagir. Tirer des missiles sur leur propre ville, réduire en poussière leurs propres citoyens. S'ils osaient vraiment faire ça, l'INMO n'en serait que plus excité. Sous le déploiement méticuleux de l'INMO, les 200 000 simulacres se mirent en route simultanément, se hâtant vers leurs cibles respectives. Ils commencèrent leur œuvre de destruction et de dévoration. Et quant au plan de l'INMO, les hauts dirigeants du Sakurago n'en savaient rien. Ils n'avaient jamais imaginé que l'Ingmu avait sous ses ordres 200 000 fourmis démoniaques. À cet instant, ils attendaient toujours avec impatience que l'Ingmu tombe dans leur piège. Après tout, avec un tel filet tendu, pas la peine de parler d'une fourmi. Même un dragon y laisserait 2 de ses pattes. La nuit était sombre et le vent soufflait fort. Le moment idéal pour tuer et incendier. Pour échapper à la surveillance des satellites, l'INMO et son armée de fourmis démoniaques choisirent tous d'emprunter les passages souterrains. Les plus de 200 000 fourmis démoniaques, en un peu moins d'une heure, s'étaient dispersées à travers tout le Sakurago. Arrivées à leur position désignée, elles se dissimulèrent avec soin, tout en attendant patiemment le bon moment. Pour prendre le Sakurago complètement par surprise, elles lanceraient leur opération de destruction exactement au même instant. Et pendant ce temps, les hauts dirigeants du Sakurago n'avaient aucune idée de ce qui se tramait. Parce que l'INMO avait toujours pris soin de cacher ses traces, ils étaient incapables de trouver le moindre indice point modèle. Pendant ce temps, l'INMO se cachait près d'une canalisation d'eaux usées. Observant une horloge géante au loin, il attendait que l'aiguille indique midi. Il s'élança avec plus de 20 000 de ses créatures. La nuée dense d'ombre, menée par l'INMO, recouvrit en un instant toute la canalisation. Bien que cette canalisation ait été fabriquée avec des matériaux spéciaux, face à un LINMO qui avait déjà été purifié plusieurs fois, elle n'était pas plus résistante que du papier. En moins de 3 minutes, plusieurs trous apparurent sur la conduite pourtant si solide. Et ce n'est pas tout, même les vannes et les interrupteurs aux jonctions furent entièrement dévorés. Privés de tout contrôle. Et avec les instruments et les tuyaux détruits et dévorés. Les eaux usées, qui devaient être déversées dans l'océan, jaillirent d'un seul coup, se répandant sur les terres du pays de Sakura. Et tandis que l'INMO poursuivait sa destruction, l'armée du pays de Sakura, déjà informée de la situation, arriva avec des chars et des avions de chasse, se précipitant à toute vitesse. Mais à peine arrivés à mi-chemin, des appels à l'aide affluèrent d'autres endroits. Mon commandant, c'est une catastrophe. La conduite de transport ouest a aussi été détruite. La base militaire en ville est attaquée. Nombre d'ennemis inconnus. Ils ressemblent aux fourmis vues précédemment sur le parking. Leur apparence est la même. Le port de Duolon est attaqué.
Tous les navires qui y étaient amarrés ont été détruits. L'ennemi attaque avec des paumes géantes et du feu. Les avions de l'aéroport sont détruits. Plus de 300 ressortissants étrangers à bord sont tous morts. Tous les greniers du pays sont attaqués. Les assaillants sont les milliers de fourmis vues auparavant. Alerte! Alerte! Avec le début de l'opération, le pays insulaire tout entier sombra dans un chaos total. Dans le poste de commandement, les hauts dirigeants tournaient en rond, s'arrachant les cheveux. Les yeux injectés de sang, ils étaient complètement désemparés, comme des lions en cage. Ils ne comprenaient pas où était le problème. Comment un plan si bien ficelé avait-il pu tourner de la sorte? Ils se souvenaient pourtant clairement qu'auparavant, seule une fourmi pouvait attaquer avec du feu. Pourquoi en quelques heures à peine étaient-elles devenues des dizaines de milliers? De plus, cette attaque soudaine rendait tous leurs préparatifs ridicules. Les forces armées mobilisées auparavant étaient incapables de gérer autant d'urgences simultanées. Laissez tomber le reste. Envoyez toutes les forces armées disponibles près des canalisations de transport et d'eaux usées. Nous devons à tout prix garantir la sécurité de ces conduits. Limiter au maximum les fuites d'eaux usées. Envoyez aussi un régiment bien armé vers le quai de Xinhuan, et le plus vite possible. Le Taishan, en provenance du pays du dragon, accostera dans 2 heures. Sa sécurité doit être assurée, quel qu'en soit le prix. Après avoir pesé le pour et le contre, Miyamoto sent, les cheveux grisonnants, prit quelques appels d'un ton mielleux, avant de se tourner vers ses subordonnés en uniforme et de leur hurler dessus. En tant que figure de proue du pays de Sakura, il semblait tout puissant, mais n'était en réalité qu'une marionnette. Ceux qui tiraient les ficelles dans l'ombre étaient les véritables maîtres du pays de Sakura. Que ce soit la création de bêtes démoniaques ou la résurrection de divinités gardiennes. Tout était orchestré par ceux qui manipulaient Miyamoto-san. Bientôt, sous les ordres de ce dernier, la quasi-totalité de l'armée du pays de Sakura se dirigea en masse vers les lieux des incidents. Les soldats en combinaison de protection chimique savaient seulement qu'ils devaient protéger des canalisations d'eaux usées. Ils ignoraient leur véritable utilité. Au moment même où ils se précipitaient sur les lieux, Linmo, qui avait déjà réparti ses simulations en divers endroits, reçut également la nouvelle de l'arrivée de l'armée. Sachant que ses troupes étaient lourdement armées, il déploya immédiatement une partie de ses simulations. Il leur ordonna de tendre une embuscade à l'armée sur son chemin. Après la précédente absorption, le nombre de simulations dotées de la même capacité que lui avait augmenté de plusieurs dizaines de milliers. Linmo n'était donc pas inquiet qu'elles puissent être éliminées par l'armée. Après tout, sous une attaque foudroyante, ses troupes non préparées n'auraient même pas la chance de riposter. Une fois toutes ces dispositions prises, Linmo emmena plus de 10 000 ombres démoniaques en direction du quai de Xinhuan. La ville de Taishan peut paraître ordinaire, mais elle est liée au destin du Longo. Si ces petits Japs réussissaient vraiment à sacrifier la ville de Taishan au registre divin de Jin, alors le destin du Longo en serait affecté. Quoi qu'il arrive, il fallait s'emparer de la ville de Taishan aujourd'hui. Quand l'occasion se présenterait, on la rendrait au Longo. Tout en se hâtant vers le quai de Xinhuan, Linmo observait les troupes qui avançaient également au sol, tout en réfléchissant. Pendant ce temps, sur une plage non loin du quai de Xinhuan, plus de 30 membres d'une équipe spéciale du Longo s'orientaient à l'aide d'instruments. Les hauts dirigeants du Longo étaient déjà au courant de l'affaire de la stèle de Taishan. Ils n'étaient venus que dans un seul but, rapporter la pierre de Taishan intacte. Parmi ces 30 personnes, outre des soldats d'élite des forces spéciales, plus de la moitié étaient des individus dotés de pouvoirs spéciaux, ainsi que quelques vieux taoïstes en robe, un chasse-mouche à la main. Chacun avait son rôle dans ce groupe hétéroclite. Cependant, une expression grave se lisait sur le visage de chacun. Leur regard, qui balayait les alentours, était rempli de méfiance. L'un d'eux, un homme d'âge mûr en robe de taoïste, fronçait les sourcils. Pendant que les soldats d'élite en tête de file essayaient de s'orienter, il sortit directement du cinabre et se mit à tracer des symboles sur du papier jaune. D'un geste vif et puissant, un talisman taoïste rouge sang au reflet doré apparut devant tout le monde. « Dis donc, vieux Wu, le sorcier, ton truc, ça sert vraiment à quelque chose ?» En voyant le talisman brûler rapidement dans le ciel nocturne et disparaître, Chang Dongjuan, un peu plus âgé, ne put s'empêcher de demander, dubitatif. Lui qui avait éveillé sa force surhumaine dès l'enfance, était rempli de méfiance et de dédain pour ces pratiques taoïstes plutôt mystérieuses. Après tout, selon lui, la force brute faisait des miracles. Tant que l'on avait assez de force et de puissance de feu, n'importe quel démon ou esprit pouvait être réduit en cendres. Ce n'est pas qu'il soit particulièrement arrogant, c'est surtout qu'il y avait un précédent. Les gens qui voyaient souvent des fantômes la nuit savent que ce genre de choses est imprévisible et que la force d'un homme ordinaire ne peut rien contre eux. À l'époque où le pays des Sakura a envahi le Longo,
ils ont une fois utilisé sur le champ de bataille. Une technique secrète pour invoquer une horde de démons, tentant par ce moyen de semer le chaos parmi nos soldats. Comme le Longo tout entier était alors en état de guerre, toutes sortes de grands maîtres dotés de capacités spéciales n'ont pas pu arriver à temps pour les soutenir. En voyant ses propres soldats se faire massacrer horriblement par ces esprits, le commandant de l'armée de l'époque a donné un ordre direct, toutes les unités, repli de 3 km. Puis, il a ordonné un pilonnage d'artillerie sur leur ancienne position. Contre toute attente, cette tactique a fonctionné. Après plus de 10 minutes de bombardement, les soldats qui avaient perdu la raison, ils se sont tous réveillés, le regard vide. Ils ne se souvenaient absolument pas de ce qui s'était passé. Et cette méthode pour contrer les démons invoqués par le pays des Sakura a ensuite été étendue à toute l'armée. C'est aussi à cause de cet incident que les personnes dotées de pouvoirs spéciaux ont commencé à mépriser les arts taoïstes. Après tout, à leurs yeux, il n'y a rien qu'un obus ne puisse régler. Et si c'est le cas, il suffit d'en envoyer quelques-uns de plus. Vous n'y connaissez rien du tout. Vous croyez que le pays des Sakura n'est peuplé que d'incapables? Si à l'époque, ils n'avaient pas eu des gens très puissants dans leur camp, occupés à affronter les nôtres dans un duel de magie, vous pensez vraiment que l'artillerie aurait pu les atteindre? En voyant le prisonnier se consumer entièrement, une lueur de chagrin traversa le visage de Usuoe. Remarquant l'incompréhension des surdoués qui l'entouraient, il agita ses longues manches. Il semblait plongé dans ses souvenirs. À l'époque où le pays du dragon était en guerre, les feux de la guerre faisaient rage. Et au pays des Sakura, les Onmiji n'étaient pas restés inactifs. De l'autre côté de la mer, ils menaient des rituels et livraient une bataille acharnée contre les grands maîtres du monde métaphysique du pays du dragon. En disant cela, Usuoe marqua une pause, puis s'efforça de réprimer la colère qui montait en lui. Il poursuivit, normalement, les arts du pays des Sakura, El-Onmide, a entièrement été volé au pays du dragon. Lors d'un duel magique, il leur serait donc impossible de vaincre les maîtres du pays du dragon. Mais contre toute attente, ces sales bêtes ont ordonné à leurs soldats de commettre des massacres à grande échelle dans le pays du dragon. Ils ont utilisé les âmes du peuple du pays du dragon pour développer eux-mêmes toutes sortes de sortilèges maléfiques. Et ce n'est pas tout, ils ont aussi secrètement libéré les grandes entités du pays du dragon, toutes sortes de démons et de monstres qui avaient été scellés. Si, à l'époque, le groupe mené par mon maître ne s'était pas précipité au pays des Sakura pour se battre au péril de leur vie, le monde métaphysique du pays du dragon aurait été anéanti depuis longtemps. En entendant les paroles graves de Usuoe, tout le monde autour de lui plongea dans le silence. C'était la première fois qu'ils entendaient de telles choses. Au moment où il s'apprêtait à dire quelques mots de réconfort, la voix de Usuoe retentit à nouveau. À l'époque, cette bande de fumier a emprisonné les âmes de centaines de milliers de citoyens du pays du dragon. Pendant les décennies qui ont suivi l'armistice, nous les avons affrontés en duel magique à de nombreuses reprises. Mais on ne s'attendait pas à ce que ces ordures, pires que des porcs et des chiens, utilisent les âmes du peuple du pays du dragon pour créer des arts encore plus maléfiques. Et ce n'est pas tout. Ils ont même donné les âmes du peuple du pays du dragon en pâture à leur soi-disant divinité gardienne. Tout à l'heure, en posant le pied sur cette terre, la boussole laissée par mon maître s'est mise à tourner frénétiquement, ce qui signifie que leur soi-disant divinité gardienne a vraiment été ressuscitée. Messieurs, pour cette mission, on a 9 chances sur 10 d'y rester. Mais quoi qu'il arrive, nous devons récupérer la pierre de Taishan. Sinon, ce pays de pacotille foulera de nouveau la terre du pays du dragon pour tourmenter notre peuple. En prononçant cette dernière phrase, Usuoe se tourna brusquement vers les autres. Son regard complexe était rempli de ressentiment, de colère, de tristesse et de dégoût. Mais la seule chose absente était la peur. Même s'il savait qu'il risquait de mourir en terre étrangère, Usuoe n'avait pas le moindre regret. La seule chose qu'il voulait faire maintenant, c'était d'éliminer quelques-unes de ces vermines du pays des Sakura. C'est le seul moyen pour que les générations futures puissent connaître un peu plus de paix. La grande classe, Maître Wu. J'ai été impulsif tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Mais soyez sans crainte, il n'y a pas un seul lâche parmi nous. Quoi qu'il arrive, nous vous protégerons. Et nous récupérons cette pierre de Taishan. Moi, Lao Zhang, je suis peut-être un homme rustre, mais son désir de tuer ses Japs était ancré jusqu'à la moelle. Cheng Donjuan se gratta la tête, un peu gêné. Puis il se frappa la poitrine en signe de garantie, et les autres, voyant cela, se joignirent à lui avec ferveur. Déjà hostiles au pays des cerisiers en fleurs, après avoir entendu les secrets que Usuoe venait de leur révéler, ils brûlaient encore plus d'envie d'en découdre immédiatement. Voyant la réaction du groupe, Usuoe hocha la tête, puis prit la parole pour les avertir. Bien que le talisman que j'ai utilisé puisse dissimuler nos traces pour le moment, par mesure de sécurité,
Je pense que nous devrions nous dépêcher de trouver Taishan. Après tout, les méthodes de ces Japs sont particulièrement vicieuses, on ne sait jamais quel genre d'imprévu peut survenir. En entendant cela, tous hochèrent la tête d'un commun accord. Puis, ils prirent leurs affaires et disparurent en silence dans l'obscurité. Alors que le groupe se hâtait à la recherche de Taishan, dans un hôtel du sanctuaire Jingo, au pays des cerisiers en fleurs. Plusieurs vieillards assis par terre ouvrirent les yeux au même moment. Le pays du dragon nous a finalement découverts. Ces gens qui nous ont combattus toute notre vie. Les intrus sont là. Notifiez tous les détenteurs de pouvoir et les Onmiji du pays. Dites-leur de se rendre en ville à toute vitesse. Cette fois, quoi qu'il arrive, il faut retenir ces gens du pays du dragon. Utilisez leurs esprits et leurs corps pour nourrir notre divinité gardienne. Messire, ils ne pourront pas s'échapper. Le jeune homme au centre du groupe entr'ouvrit les yeux, dit-il d'une voix neutre. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il n'avait pas ouvert la bouche pour parler. Le son semblait provenir de nulle part. Pourtant, les quelques personnes autour de lui ne montrèrent aucune surprise, comme s'ils y étaient habitués depuis longtemps. Si Wuzuowei et les autres maîtres du Xiumen du pays du dragon avaient été là, ils auraient certainement reconnu le chef de file du monde des Onmiji du pays des cerisiers en fleurs. La figure de proue qu'est Naganoki. Personne ne connaît la véritable identité de Naganoki. La légende raconte que son âge réel dépasse les 150 ans, et que depuis toutes ces années, son apparence n'a jamais changé, comme s'il avait consommé un élixir de jouvence éternelle. Dans tout le pays des cerisiers en fleurs, qu'il s'agisse des détenteurs de pouvoir ou des autres Onmiji, personne ne peut rivaliser avec lui. Le terme Onmiji du pays des cerisiers en fleurs est un titre générique. Il englobe à la fois les Shikigami natifs du pays, et les Oni, mais aussi les pratiquants du Onmide des 5 éléments, un art dérobé au pays du dragon. Bien que le clan des Oni ait toujours été en conflit avec les Shikigami et les adeptes du Onmide des 5 éléments, ces dernières années, les deux camps ont conclu une alliance pour faire face ensemble au pays du dragon. Mais quelle que soit leur faction, toutes sont désormais dévouées à ce Naganoki. Il fut un temps où un clan d'Oni, se prévalant d'être du clan des Yuki-onna, avait fait semblant d'obéir à Naganoki tout en agissant contre lui. En conséquence, il fut anéanti corps et âme sur le champ. C'est pourquoi, n'osant plus jamais offenser Naganoki, ils se sont précipités au sanctuaire Jingo à la vitesse de l'éclair dès la réception de l'ordre. Puis, guidés par le personnel compétent, ils sont arrivés au point de ralliement, près de l'hôtel. Entre la réception de l'ordre et leur arrivée, aucune faction n'a mis plus de 20 minutes. En tant que Onmiji, ils ont bien sûr leur propre méthode pour se déplacer. Sentant que tout le monde était arrivé, Naganoki ouvrit de nouveau les yeux. Ceux de rang 4 et plus, et ceux de rang 7 et moins, rendez-vous séparément au lieu de résurrection des divers Ikai, Shikigami, membres du clan Oni et autres figures légendaires, pour les protéger. Ils sont sur le point de retrouver leur pleine puissance, mais cela prendra encore un peu de temps. Quel qu'en soit le prix, ne laissez personne les déranger. Dit Naganoki, sans même jeter un regard à la foule, d'un ton incroyablement éthéré, sans la moindre trace d'émotion. Bien que les écoles des Onmiji diffèrent dans leur pratique, après tant d'années d'intégration, la classification des niveaux de puissance a été entièrement unifiée. Le premier dan est le plus bas, le 9e dan le plus élevé. Et au-delà du 9e dan, seuls les dieux gardiens et les Ikai de légende peuvent atteindre ce niveau. Tous ceux du 4e au 7e dan s'avancèrent. Puis, chacun choisit le poste qu'il devait protéger, accepta ses ordres et partit. Connaissant le caractère imprévisible de Shanji-Onji, ils n'osèrent pas perdre leur temps en paroles inutiles. Une fois ces personnes parties, la voix de Shanji-Onji se fit de nouveau entendre. Tous ceux du 7e dan et plus, gardez ce sanctuaire. Empêchez les gens de Longo de venir semer la destruction. Je resterai moi-même ici pour m'assurer que les fruits de plus de 100 ans de travail ne soient pas anéantis. Sur ce, Shanji-Onji marqua une brève pause. Après avoir fermé les yeux pour réfléchir un instant, il reprit la parole. Les pions restants, ainsi que ceux en dessous du 4e dan, se diviseront en deux groupes. Un groupe ira protéger Taishanshi, l'autre s'occupera de Xiumen Yuan, qui vient de Longo. Les dieux vous indiqueront leur position. À peine ces mots prononcés, et sans que Shanji-Onji ne fasse le moindre geste, une lanterne brillant d'une faible lueur verte apparut de nulle part. Dans le scintillement de la lanterne, les silhouettes de Wuzuowei et des autres membres de Longo apparurent à sa surface. Face à cette scène, un groupe des Onmiji en dessous du 4e dan s'inclinèrent profondément en signe de respect. Puis, ils prirent la lanterne divine et partirent rapidement. Une fois qu'ils furent partis, les Onmiji du 7e dan et plus sortirent également leurs propres instruments magiques. Ils s'assirent ensuite en cercle sur le sol, autour de l'autel. Au même moment, l'Inmo, qui se hâtait vers le quai de Xinwan, rencontrait une résistance considérable.
Ses attaques frénétiques et sa manie de tout dévorer sur son passage avaient réussi à provoquer la colère des hauts dirigeants du pays de Sakura. Pour l'éliminer, ses adversaires avaient non seulement déployé leur robot de combat dernier cri, mais ils avaient aussi déployé tout un arsenal d'armes laser pour l'encercler. Se sachant temporairement incapable de rivaliser avec de telles armes, Linmo n'eut d'autre choix que d'abandonner le vol à haute altitude. Il opta pour les zones urbaines à forte densité de population. Après tout, le pays de Sakura n'était pas encore tombé dans une folie totale. Ils n'allaient pas, pour l'instant, sacrifier leurs propres citoyens. Cependant, bien que cette tactique lui ait permis d'éviter les tirs des armes de pointe, elle ralentit considérablement la vitesse de Linmo. Lui qui avait prévu d'arriver en une demi-heure à peine, se retrouvait à voler depuis 2 heures entières, sans avoir encore atteint sa destination. Malgré son anxiété, Linmo était totalement impuissant. Fou de rage, il ne pouvait que continuer à voler et à dévorer. Lorsque la poursuite se faisait trop pressante, il lançait de temps à autre quelques attaques de la paume foudroyante, faisant s'effondrer les bâtiments environnants. Sur son passage, qui sait combien de citoyens du pays de Sakura furent écrasés sous les décombres. Pendant ce temps, les forces de Sakura Bokuhan qui suivaient Linmo de près ne pouvaient rien faire. Après tout, dans un tel environnement, Linmo était bien plus agile qu'eux. Même en déployant des avions de chasse supersoniques, cela ne servait à rien dans ces conditions. Serrant les dents, il ne cessait de le maudire à voix basse tout au long de la poursuite. Il rêvait de trouver celui qui tirait les ficelles derrière Linmo pour le réduire en pièces. Et tandis que Linmo zigzaguait sans relâche dans les airs pour tenter de semer ses poursuivants, l'escouade de Longo, menée par Uzuoe, se dirigeait déjà vers Taishanshi. Ils se précipitent depuis leur position, utilisant leurs arts secrets pour localiser la pierre de Taishan. Tout en filant à toute vitesse, ils n'oublient pas d'utiliser diverses méthodes pour effacer leurs traces, afin d'éviter que les gens du pays des cerisiers ne les retrouvent. Halte. On vient de contourner une montagne. Uzuoe, qui était en tête, a soudainement levé la main pour arrêter le groupe. Le regard froncé vers la forêt dense à sa droite, sa paupière s'est mise à tressauter. Avant même qu'il ait pu réagir, une ombre d'un noir d'encre a bondi sur eux. « Écartez-vous » En hurlant, Uzuoe a formé un saut avec sa main droite. De sa main gauche, il a tracé un talisman dans les airs et l'a projeté directement vers l'ombre noire. Boum! La collision entre l'ombre et le talisman a provoqué une violente explosion. Incapable d'esquiver à temps, Uzuoe a été projeté en arrière par l'onde de choc. Heureusement, les autres ont réagi rapidement et l'ont rattrapé par derrière avant qu'il ne touche le sol. Une fois la fumée de l'explosion dissipée, le groupe a enfin pu voir la véritable apparence de l'ombre. À la lisière de la forêt, une grande silhouette se tenait là, un éventail à la main, les observant avec un sourire narquois. Son nez et son visage étaient rouges. Il avait une paire d'ailes dans le dos. La main qui ne tenait pas l'éventail reposait sur la garde de son katana à la ceinture. On aurait dit qu'il était sur le point d'attaquer. Un Tengu, s'exclama Uzuoe après un instant d'observation. Sa voix était pleine de surprise. Après tout, c'était une créature légendaire du pays des cerisiers. Pour être précis, c'est à la fois un yokai et un dieu des montagnes, occupant un rang très élevé parmi les démons du pays des cerisiers. Non, attendez. Son apparence ressemble à celle d'un corbeau. Ça ne doit pas être un vrai Tengu. J'ai entendu les anciens dire que les Tengus du pays des cerisiers sont aussi classés par rang. Celui-ci, avec son apparence de corbeau, doit être le plus faible d'entre eux, un Karasu Tengu. C'est un subalterne des Tengus et des Détengus. À son apogée, sa force est comparable à la mienne. Alors que Uzuoe et les autres discutaient, un homme en robe taoïste, et tenant un chasse-mouche, le maître Xianqing, s'avança. En tant que commandant de cette opération, il en savait naturellement plus que les autres. Clap, clap, clap. Comme on pouvait s'y attendre de la part du maître Xianqing. Vous avez reconnu au premier coup d'œil que ce n'est pas un vrai Tengu. Mais vous vous trompez sur un point. Sa force est bien supérieure à la vôtre. Je vous conseille donc de ne pas résister. Rendez-vous sagement et baissez les armes, vous souffrirez moins. À peine cette voix se fut-elle tue, que l'air se mit à onduler à côté du Karasu Tengu. Puis, plus de 40 onmyoji du pays des cerisiers, aux apparences étranges, apparurent devant tout le monde. Et celui qui venait de parler n'était autre que le responsable de cette opération, Yamamoto Shin-kun. Les onmyoji et les détenteurs de pouvoir du pays des cerisiers de niveau inférieur au 4e dan étaient plus de 100 au total. Comme la pierre de Taishan est relativement importante, en dehors de ces 40 personnes chargées d'intercepter les membres du clan Xiumen du pays du dragon, tous les autres se sont déjà précipités vers le quai de Xinwan. Ayant eu affaire à ces onmyoji du pays des cerisiers, pendant de nombreuses années, le maître Xianqing, Uzuoe et les autres
avait bien sûr anticipé ce scénario. Personne ne dit un mot. Après avoir échangé un regard, ils se sont préparés à laisser une partie du groupe ici, pour les retarder, pendant que les autres iraient s'emparer de la pierre de Taishan au plus vite. Le maître Xianjin et Uzuoe ont tous deux discrètement placé leurs mains dans leur dos, et se sont mis à tracer des talismans dans les airs. Venant tous deux de la même école, les arts taoïstes qu'ils avaient appris étaient similaires. Afin de se débarrasser de ces gens au plus vite, tous les deux se préparent à lancer une technique taoïste combinée, la formation du piège divin. La puissance qu'ils déchaînent n'est pas énorme, mais elle suffira pour retenir ces types un moment. Plus important encore, tout en traçant discrètement le diagramme, Uzuoe a aussi sorti quelques talismans de foudre céleste. Ces talismans de foudre céleste, bénis par de nombreux maîtres taoïstes, sont d'une puissance yang et d'une force extrême. Ils sont parfaits pour contrer les techniques de ces gens du pays des Sakura. Et aux côtés de Uzuoe et du maître taoïste Xianqing, les autres ont immédiatement compris leur intention. Tous secrètement sur le qui-vive, ils n'attendaient que l'activation du sort pour profiter de l'occasion et s'enfuir. Après tout, l'ennemi a l'avantage du nombre. Un combat frontal, et ils se retrouveraient vite submergés. S'échapper deviendrait alors bien plus difficile. Sachant très bien pourquoi ils étaient venus au pays des Sakura, ils ne voulaient pas perdre de temps ici. Mais alors qu'ils se préparaient en secret, une silhouette s'éleva nonchalamment de la foule des onmyoji du pays des Sakura. C'était Yamamoto Shinkin, celui qui avait parlé plus tôt. Je vous conseille de ne pas résister. Une formation a été déployée tout autour depuis longtemps. Partir ne sera pas si facile. La silhouette de Yamamoto Shinkin était insaisissable. Tandis qu'il parlait, un disque d'appel des âmes apparut dans sa main. Qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas? Foudre céleste, gronde. Foudre de la terre, assombrie. Sijia, si digne. Entendez mon nom et ne tardez point. Formation du piège divin, active-toi. Immensité obscure, que le ciel et la terre s'enténèbrent. Tonnerre, foudre, vent et feu, que mes généraux s'abattent sur l'ennemi. Quiconque entend mon nom, qu'il vienne sans délai. Chasser les forces obscures, capturer les esprits malins. Se voyant démasqués, le maître taoïste Xianqing et Uzuoe accélérèrent aussitôt le mouvement. Achevant de tracer le talisman, ils récitèrent l'incantation correspondante. En un instant, une lumière dorée enveloppa les onmyoji du pays des Sakura. Et ce n'est pas tout. Au-dessus de la clairière jusqu'alors parfaitement silencieuse, retentit un grondement de tonnerre sourd. Vite, fuyez. C'est le moment.